Alors, juste pour vous préciser, sur cette vidéo, on a une des témoignantes qui n'a pas pu rester jusqu'au bout. De fait, vu que de base, je n'avais que deux personnes qui avaient accepté de témoigner, j'ai pris le parti de témoigner aussi, du coup, sur comment fonctionnent les intérêts restreints pour moi. Néanmoins, après en avoir parlé avec l'équipe, on a conclu que donc on faisait cette émission-là, on l'a postée et que par la suite, on retenterait sûrement de refaire un autre podcast sur ce même sujet pour essayer d'amener plusieurs visions, plusieurs versions et les ressentis, comment on s'est vécu, etc. Mais en attendant, on reste sur celui-ci, donc ne soyez pas étonnés. Si durant la vidéo, il y a du coup une voix que vous n'entendrez plus, c'est normal. Voilà, bonne écoute. Bonsoir à vous. Ce soir, du coup, nous allons aborder une nouvelle thématique. Pour cette 8e émission, nous allons aborder les intérêts restreints ou les intérêts spécifiques qu'on appelle aussi avec l'acronyme soit IS, donc intérêt spécifique, ou soit IR, intérêt restreint. C'est un podcast assez important parce que du coup, j'en parlais avant donc avec les 2 personnes qui ont souhaité, témoigner ce soir. C'est que ça fait un peu partie de la triptyque, de diagnostic, chez l'autiste de niveau 1, en France et de ce que me disait une des témoignantes du coup hors antenne, aussi outre-Atlantique. C'est ce pourquoi ce soir on va s'accorder pour, parler de ces intérêts restreints ou spécifiques, la manière dont vous souhaitez les appeler quoi. Et puis que surtout le but c'est pas tant de vous parler de nos intérêts restreints parce qu'on va clairement vous saouler et c'est surtout en fait de pouvoir présenter le fonctionnement de ceux-ci, ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'ils peuvent aussi du coup, ce qu'ils peuvent être à quel point ils peuvent être chronophages pardon, bref tout un tas de choses. Donc ce soir, nous avons comme témoignante, nous avons donc Élise qui est outre-Atlantique, Québec, Canada. Bonsoir à toi. Bonsoir. Et ensuite nous avons Ness, qui elle de son côté a grandi en Angleterre et vit depuis quelques années en France. Bonsoir à toi Ness. Bonsoir. Je vais vous du coup vous présenter les questions et on va tâcher de se tenir à ces questions-là pour que ce soit un peu ordonné. Excusez-moi. Alors, question 1, c'est la question, classique, hein, qu'on fait pour chaque émission. Présentez-vous, âge, profession, diag, en cours de diag ou en questionnement, sachant que dans cette question, vous pouvez choisir d'omettre, de ne pas répondre à quelque chose. Vous n'avez pas envie de dire votre âge, vous n'avez pas envie de dire votre profession, vous n'avez pas envie de dire un tas de trucs comme ça, vous le dites pas, il y a pas de souci. Deuxième question, quel est votre intérêt restreint et comment fonctionnez-vous avec? Voilà. 3e question, comment organisez-vous votre intérêt restreint dans votre vie de tous les jours? Comment avez-vous trouvé un équilibre ou au contraire, celui-ci est-il envahissant? Question 4, vos intérêts restreints vous ont-ils aidé dans votre vie, amicale, pro, sentimentale? Question 5, un ouvrage, un film, un article que vous souhaiteriez nous partager? Et enfin, question 6, enfin, c'est pas trop une question, mais c'est plutôt en fait un petit mot de la fin. Est-ce que vous auriez un conseil pour les personnes qui nous écoutent? Donc soit ça peut être lié directement à notre thématique, soit vous pouvez choisir de parler, de donner en fait un conseil, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont en questionnement, en cours de diag ou même diagnostiquées. Voilà. Hem, initialement ce soir on devait être, enfin vous deviez être 3 mesdames, mais du coup on a eu un désistement pour une personne, qui ne pouvait pas témoigner à l'oral. Du coup, elle a proposé son témoignage à l'écrit. J'ai vu avec, nos 2 témoignantes hors antenne, elles sont OK pour que je commence, par ce témoignage-là, ce qui nous permettra ensuite de rebondir, sur leur propre présentation et puis, la présentation aussi de leur, intérêt restreint et cetera et cetera. Alors, pour la première question qui est de se présenter, âge, profession, tout ça, tout ça. Alors, notre témoignante, va témoigner sous son vrai prénom, donc c'est Sandrine. Merci à toi Sandrine au passage.
Je me prénomme Sandrine, j'ai 40 ans, je suis institutrice en Belgique. Je n'ai été diagnostiquée que récemment, suite au diagnostic de mon fils de 7 ans. La deuxième question, qui était du coup de quel est votre intérêt restreint et comment on fonctionne avec, Sandrine nous dit qu'elle a plusieurs intérêts restreints. Les séries télévisées, éventuellement les films. Donc c'est dans les séries télévisées, c'est surtout des séries européennes, suspense, thriller et puis tout ce qui touche un petit peu dans la même, thématique. L'univers de Harry Potter et son dressing. Depuis son diagnostic, elle dit qu'elle peut ajouter l'autisme et toutes les formes de troubles 10 que peuvent présenter les enfants et elle dit que du coup cet intérêt-là s'est développé, du fait qu'elle soit instite. Ensuite, la question 3. Comment organisez-vous votre intérêt restreint dans votre vie de tous les jours? Sandrine nous dit que dans son salon, elle a une grande étagère dédiée à l'univers d'Harry Potter avec des livres, des figurines pop, des Lego, des cadres, des baguettes, des goodies, et cetera. Ça ne pose absolument aucun problème car son mari a également des intérêts restreints et ses propres étagères, du coup, ils se partagent l'espace. Il partage aussi avec son mari, du coup, le même intérêt pour les séries européennes et cela ne les empêche pas d'en regarder aussi d'autres séparément. Ensuite, Sandrine nous dit que quand elle parle d'intérêt restreint pour son dressing, c'est plus envahissant, car bien que c'est caché dans la chambre à coucher, ça prend quand même pas mal de place. Elle dit qu'elle est une acheteuse assez compulsive. Elle travaille beaucoup sur elle pour essayer de gérer ça, mais elle est incapable de donner ou de jeter. Dans sa tête, elle passe des heures à associer à associer les pièces entre elles, les couleurs, les motifs, les styles. Elle peut passer aussi pas mal de temps sur Pinterest pour trouver des idées, elle achète en ligne, et cetera. Elle peut sans problème faire les boutiques, mais il ne faut pas que cela dure trop longtemps. À un moment, elle peut être ce qu'elle appelle en overflow. Alors je sais pas ce que c'est, perso. Overflow, c'est quoi? Surcharge? Je Oui, c'est pense? la surcharge, oui, OK, c'est ça. d'accord. Et elle dit qu'elle a elle a besoin de retrouver un environnement serein et moins stimulant. Alors, à la question 4, vos intérêts restreints vous ont-ils aidé dans votre vie amicale, pro, sentimentale? Elle dit que les intérêts restreints, dans son cas, l'ont plutôt aidée sur le versant personnel. Ses intérêts sont assez classiques, comme souvent chez les filles, donc ça, c'est son avis. Cela n'amène pas de jugement désagréable, je n'en tire donc que du positif. Le fait de me séparer chaque matin, par exemple alors attendez, j'ai dû me ch ouais, le fait de me préparer, pardon, chaque matin, par exemple, m'aide à me sentir bien pour la journée, mais ma tenue doit être prête la veille, sinon je ne dors pas. Ensuite, question 5, un ouvrage, un film, un article que vous souhaiteriez nous partager? Alors, elle nous conseille du coup 2 livres. Les 2 livres ont été écrits par des femmes et elle précise que c'est des livres qui l'ont vraiment aidée quand elle a été pré-diagnostiquée. Donc, le premier c'est «Maman est autiste, elle déchire» de Sandrine, Gouanen, qui est une aspi du coup, qui est pas mal connue dans la sphère, autiste, française, je dirais. Je sais pas outre-Atlantique si vous en avez déjà entendu parler, Élise, ça te parle? C'est pas aussi répandu, cet autisme-là, au niveau outre-Atlantique. Je vais pouvoir vous partager tantôt des. Parce que nous aussi, on a nos personnalités autistes aussi qui font beaucoup de livres au Québec. D'accord. Donc, je vais vous en partager tantôt, mais OK, ouais, c'est pas de difficile. souci. Mais du coup, ouais, celui-là, tu le connais toi? Maman est autiste, elle déchire, ça te parle? Non, Élise? Non, ça te parle pas? pas OK. du tout. Et ensuite, le deuxième bouquin que Sandrine nous conseille, c'est «Vivre avec le syndrome d'Asperger» de Liane Holliday, Willey. Sachant que ces 2 ouvrages, je les mettrai aussi sous la vidéo si vous souhaitez, soit les compulser, soit les acheter, soit vous renseigner. Donc Sandrine précise que dans ces 2 ouvrages, pardon, elle s'est vraiment retrouvée et que les situations narrées du coup, l'ont vraiment permis de se comprendre. Et enfin, heu, le dernier mot pour la fin, Sandrine nous dit: «Si vous êtes en questionnement sur vous-même, sautez le pas du parcours diagnostic. J'ai passé une trop grande partie de ma vie à me dire que j'étais anormale, dans le sens péjoratif du terme et cela a beaucoup nui à mon estime de moi, ma confiance en moi, en les autres et cetera». Voilà.
Au regard de tout ça, mesdames, et en essayant de rester, dans la suite, des questions que j'ai abordées sur le témoignage, du coup, sur la première question, le fait de vous présenter, âge, profession. Si vous êtes diagnostiquée, en cours de diag ou en questionnement, laquelle de vous 2 souhaite commencer? Je peux commencer. Moi, c'est Élise Pilote. Je suis au Québec en ce moment, dans la région de Saguenay, genre à 5 heures de Montréal. C'est vraiment dans le nord. J'ai 27 ans. Pour l'instant, au niveau de profession, je suis étudiante. Sauf que je fais plein de bénévolat à côté pour promouvoir l'engagement des autistes dans le milieu communautaire et les immigrants par le fait même. Je suis diagnostiquée depuis que j'ai 16 ans. Ça fait quand même longtemps. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Et du coup, comment enfin, en France, si tu veux, c'est hyper stigmatisant d'être autiste. Chez vous, du coup, au Québec ou au Canada, c'est comment? C'est stigmatisant aussi? Tu peux en parler librement? Les gens te cataloguent? Comment ça se passe? Au niveau de la stigmatisation, il reste encore la sensibilisation à faire, encore au Québec. Puis nous autres, je sais qu'on est un petit peu plus... on connaît plus l'autisme au niveau de la population. Fait que déjà, on part avec une longueur d'avance comparée à la France. Mais il reste encore de la sensibilisation à faire. Je te dirais que c'est à peu près moitié-moitié. Souvent, quand les gens connaissent, mettons, l'autisme, ils le connaissent pas comme étant la... Comment je pourrais dire? Une continuité dans le diagnostic. Il y a pas une, tu sais, c'est pas, on n'est pas tous pareils, puis ça dépend aussi de la personnalité et tout. Fait que, ouais, il reste encore pas mal de sensibilisation à faire là-dessus. Mais je dois dire que c'est déjà mieux. On se fait pas harceler nécessairement dans la rue pour ça, mais il faut être genre fier de ce qu'on est aussi là en même temps. Et du coup, vous avez un truc similaire, au Canada ou au Québec. En fait, nous, en France, on a ce qu'on appelle la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. C'est ce qui permet de monter un dossier pour faire reconnaître ton handicap et ou toucher des allocations quand vraiment tu es plus en possibilité ou pas en possibilité de pouvoir aller travailler. Est-ce que vous avez quelque chose de similaire à ça? Nous, ça fait partie un peu c'est pas regroupé dans une maison départementale. Comme nous autres, c'est plusieurs sous-ministres qui s'occupent de plusieurs affaires. Mettons, si tu es pas capable de travailler, tu as besoin, mettons, de l'aide sociale, ben ça va être l'aide sociale qui va s'occuper de ton dossier comme si tu étais une personne handicapée. Mettons, tu as besoin d'une allocation, d'une subvention, ben c'est le ministère qui s'occupe de la subvention pour handicapés qui va s'en occuper. Donc, c'est pas regroupé en un seul endroit. Puis au niveau du Québec, c'est ça qui est un petit peu plate, c'est que tu es obligé d'aller à 10 000 places, faire 10 000 affaires pour arriver à faire telle affaire. Puis c'est ça. Donc c'est tout autant galère que nous, quoi, au final. Ah oui, c'est deux mondes, mais c'est autant galère parce que je te dirais que juste le gouvernement lui-même fait en sorte que les mesures sont compliquées à appliquer. C'est la structure gouvernementale qui nous aide pas partout. Et de fait, toi, du coup, tu es reconnue comme étant handicapée? Je suis reconnue comme étant autiste, Ouais. mais j'ai pas de subvention parce que au Québec, je suis reconnue comme pas assez handicapée pour avoir les subventions. C'est pareil que chez nous. Il y a un C'est fou, hein? pourcentage à atteindre en France, si tu veux, il y a un certain taux d'invalidité, en fait, ils appellent ça, c'est le taux d'invalidité et il faut que tu sois au-dessus, quand vraiment tu veux, du coup, pouvoir, survivre parce que c'est vraiment ça, il faut que tu aies plus de 80 ou du coup des troubles qui soient invalidants. Mm. C'est ce qu'on appelle en France de l'ALD, c'est l'affection longue durée et quand tu es sous ALD, généralement, tu as du coup, tu as différentes aides qui peuvent se débloquer, mais nous, c'est le même principe, il y a une espèce de quotient, en fait, d'être assez handicapé ou pas, quoi. Ouais, Et mais tu sais, je pense qu'au niveau du Québec, là, je suis désolée de t'interrompre, là, mais au niveau du Québec, si t'as ton diagnostic, t'as ton diagnostic. Mais avoir une subvention, c'est comme pas pareil que avoir ton diagnostic. C'est deux ah bah, choses c'est sûr. complètement différentes. Ouais. OK.
Et toi, du coup, au niveau de tes études, tu disais que tu étais étudiante, tu as fait savoir à ton organisme de formation ou à l'école dans laquelle tu te trouves que tu étais autiste? Oui, moi, sérieusement, ça a tout le temps été quelque chose qui m'a été très aidant parce que je fais énormément d'anxiété, en période d'examen. Quand j'ai des examens, j'ai besoin d'avoir un environnement qui est calme avec des bouchons et tout parce que sinon tout m'énerve autour de moi. Donc oui, je l'ai fait savoir assez rapidement puis c'est ça qui me permet d'avoir des bonnes notes à l'université donc ouais. Du coup, tu as des aménagements, quoi, quelque part? Ouais, ouais, vraiment. Puis même quand là, j'étais à l'école à distance, mais quand j'étais à l'école en présentiel, j'avais un petit coin tout seul où ce que je pouvais me reposer. Puis non, tu sais, sérieusement, au niveau des services adaptés au Québec, c'est vraiment awesome parce qu'ils te prennent vraiment où ce que t'es. C'est ça que j'aime. OK et du coup, tes collègues, étudiants, ils sont au courant de ça et tu été acceptée en tant que telle? J'ai subi beaucoup de discrimination dans mes classes quand j'étais en présentiel parce que les gens comprennent. Je pense pas qu'ils étaient prêts à accepter que j'étais comme ça. Mais pourtant, je l'ai dit direct au début. Mais c'est là où ce que je dis, les gens, des fois, ils sont un peu genre, ah ouais, t'es différent, je vais t'exclure. Tu sais, c'est, Ouais. c'est vraiment moi, c'est ça qui me fait un peu mal. Puis ça m'a fait mal parce que ça m'a miné ma confiance. Puis je pense qu'il faut vraiment travailler ça. Vraiment. Parce que... Mais même Et à ça, c'est pas qu'à moi que ça arrive, là. Même qu'il y a des gens qui viennent d'autres places, ils se font exclure. Tu sais, Et du coup, tu t'es enfermée dans des clichés d'autistes, par exemple, tu sais? Enfin, genre, le fait, tu sais, le fait de te ba de enfin, après, je dis pas que c'est le cas, mais même si c'est le cas, quand bien même, c'est le fait de te balancer d'avant en arrière, de faire des trucs bizarres avec tes doigts ou tes bras, faire du flapping, quoi. On t'a enfermée dans des clichés comme ça? pourtant, moi, j'ai pas de flapping tant que ça, sauf quand je suis très, très anxieuse, là, j'en ai. Tu sais, quand je suis calme, je suis comme tout le monde, je parais comme tout le monde. C'est Ouais. juste le fait que moi, on m'a diagnostiqué autiste qui dérange. C'est ça le problème. Moi, j'ai envie de faire tomber les barrières. C'est pour ça que je le dis, gars, moi, j'ai pas peur d'être autiste. Puis c'est bien correct comme ça. Vous avez juste à m'accepter comme je suis. Là. Et du coup, de fait, au bout d'un moment, tes collègues, ils ont fini par t'accepter ou tu te sens toujours un peu, marginalisée? Ça dépend parce qu'il y en a qui m'ont vraiment accepté comme j'étais. Il y en a d'autres que ça l'a été non, qui m'ont pas accepté du tout, du début à la fin. Mais il y en a là qui m'ont vraiment, tu sais, des gens qui me connaissaient pas là, au prime abord. Il y en a une la année en psychologie, est arrivée, elle a dit, hey, je t'ai vu en avant. Moi, je suis TDAH, tu veux-tu qu'on soit amis, des affaires de même? Puis j'ai fait, ben oui, tu sais, genre, tu sais, moi, je trouve ça le fun. Les gens vont te chercher, puis, tu sais, ils sentent que tu es capable de leur parler. Fait que, genre, ils viennent te parler, mais ces gens-là sont ouverts. C'est juste qu'il faut trouver les gens ouverts. Ouais, il y a une forme de bienveillance quand même à chercher, quoi. Oui, c'est ça. Puis je pense que si tout le monde s'y met, ben, à un moment donné, les gens qui rejettent vont dire, ouais, mais là, tout le monde est en train de s'ouvrir. Fait que ça vaudra plus bien ben la peine. Bah, c'est plutôt chouette, quelque part, en fait. Déjà que tu aies le courage de le dire, je trouve ça chouette. C'est pas rien, quoi. Non. C'est pas Il y en a rien plein et qui le puis, disent pas. bah, Plein qui le disent malheureusement, ouais, bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui préfèrent ne pas le dire pour pas être enfermés dans des clichés et puis, bah, parce que faut du courage et puis derrière, je pense qu'il y a peut-être la trouille de pas être enfermé que dans son handicap. C'est-à-dire que le handicap, à mon sens, c'est pas une identité. C'est une conséquence, bah, c'est une conséquence, pour l'instant, on n'arrive pas à savoir quoi, génétique, neurologique, enfin, c'est encore, en études. Mais de fait, il y a encore beaucoup de méconnaissances, ouais, comme tu disais, c'est très juste, quoi, pas. sur l'autisme et de fait, en plus, vu que c'est un spectre et que d'une personne à l'autre, bah, les autistes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent être très, très extravertis, d'autres qui sont très, très introvertis et puis, bah, c'est ça qui fait notre richesse, je dirais, mais en même temps, du coup, qui fait que
Bah, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on puisse dire: «Tu te dis que tu es autiste parce que, bah, tu es originale, tu es un peu faux-folle». Mais non, Mmh. quoi. S'il y a des personnes qui ont fait le diagnostic, qui l'ont posé, c'est qu'il y a c'est factuel. Il y a des choses qui sont posées, c'est le cas. C'est pas être remis en question, quoi. Moi, je peux comprendre la vie aussi de ceux-là qui le disent pas, parce que j'ai essayé un peu de faire ça au début, quand j'étais vraiment très, très jeune. Puis je me suis rendu compte que ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Puis à un moment donné, j'ai juste appris à dire: «Non, regarde, t'es comme ça, t'es comme ça». Et du coup, auprès de ta famille, comment est-ce que c'est passé, ton handicap? Ma famille, au début, ma mère, elle m'a toujours acceptée comme j'étais parce que même quand j'étais jeune, ça paraissait, là, j'avais vraiment des traits assez spécifiques, là. Puis non, ma mère, elle m'acceptait comme j'étais, mais mon père, par exemple, lui, ça a été dur parce que pour lui, j'ai eu l'impression qu'il a eu peur pendant une partie des années, puis il me l'a fait sentir qu'il avait peur pour moi parce qu'il voulait vraiment que j'aille un avenir et tout. Mais maintenant, aujourd'hui, là, ses peurs sont dissipées, puis il sait que je suis capable de faire de quoi, là. OK, OK, c'est chouette. Et tu peux rapidement nous expliquer comment ça se passe, du coup, de se faire diagnostiquer, au Canada? Comment qu'est par par quoi on commence, en fait? Qui est-ce qu'on va voir pour dire, «Je pense que du coup j'ai des spécificités», enfin, comment ça s'est passé pour toi? Tu disais que tu avais 16 ans, Oui, donc tu étais quand même, adolescente. oui, Comment ben, je vais t'expliquer un petit peu le parcours diagnostic parce que moi, j'ai eu un parcours qui était assez bizarre, OK? Moi, au début, j'ai fait beaucoup de crises de colère quand j'étais jeune. Tu sais, je lançais des chaises au mur, tu sais, j'étais vraiment très agressive quand je comprenais pas trop, puis j'étais pas capable de gérer ma colère non plus. Fait que moi, on m'a diagnostiqué un trouble de comportement grave, ce qui était nullement le cas. Puis maintenant, on a commencé à se rendre compte, ouais, on pourrait peut-être faire des investigations pour l'autisme, parce que j'étais suivie à l'époque par une pédopsychiatre, puis elle m'a dit, ouais, on pourrait peut-être essayer ça, tu sais. Puis finalement, ben, ce qui s'est passé au niveau de l'évaluation, nous autres au Québec, je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais les deux tests à utiliser, c'est l'ADI-R puis l'ADOS. Ouais, c'est pareil chez nous, ouais. Il y C'est a pas il y pareil, a OK? pas il y a pas que cela, c'est-à-dire qu'en fonction Oui, c'est des ça. malheureusement, c'est si tu veux, en France, en fonction des professionnels que tu vas voir, tu passes pas forcément toujours les mêmes tests. Ouais, Mais globalement, ouais. l'ADIR et l'ADOS, ouais, c'est les classiques, on va dire. Ouais, ben moi, j'ai passé ces deux tests-là. Parce que moi, j'ai été dans une province canadienne qui s'appelle Alberta, qui est genre à 7 jours en auto de chez nous. Puis on m'avait déjà diagnostiqué un trouble du spectre de l'autisme déjà là, à 14 ans. Mais là, au Québec, on m'a dit non, 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 les tests sont pas assez fiables. Faut que tu repasses à travers tout le cheminement, les listes d'attente et tout. Ça m'a pris 2 ans avant d'arriver ces listes d'attente pour le Québec, puis avoir enfin mon diagnostic go, c'est ça. Et Mais du coup, c'est quoi? C'est en libéral? Parce que nous, si tu veux, il y a 2 façons de pouvoir diagnostiquer. Soit tu le fais en libéral, mais tu dois payer et généralement, c'est des spécialistes, en fait, qui demandent très cher. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des spécialistes, qui vont prendre entre 70 € à 110 € juste les 30 minutes. Pour, plusieurs séances pour arriver du coup à te diagnostiquer et ceux qui ne peuvent poser qu'un diagnostic, ce sont soit les médecins, soit les psychiatres en particulier. Donc il y a vraiment le courant psychanalytique. Donc ça, c'est le côté libéral. C'est-à-dire que tu peux, être remboursé une maigre partie par la sécurité sociale, mais tu dois globalement payer de ta poche. C'est plus rapide, mais c'est plus cher ou tu passes, par les centres ressources autisme, qui sont, départementaux, de région ouais, il y a des régionaux et départementaux, ça varie en fonction, en France et en fait, tu es sur liste d'attente et ça peut durer en fonction des régions assez longtemps, donc ça peut être plusieurs années où tu es reçu, par, différents psys où du coup, tu dois venir avec un membre de ta famille qui explique comment tu fonctionnes au quotidien. Tu passes une batterie de tests et à la fin, tu as une personne, du coup, donc généralement, ils se font une grosse réunion de toutes les personnes qui t'ont vu et qui disent: vous êtes ça ou ça ou ça ou et ça et ça et ça» et du coup, tu as ton diagnostic et voilà. C'est pareil du coup chez vous?
Au Québec, nous autres, on passe par les CIUS, c'est les centres hospitaliers directement. D'accord. Souvent, la plupart du temps, c'est plus facile de passer quand t'es enfant. Vraiment plus facile. Ah bah ça, c'est pareil chez nous. Hein. Oui. Mais Là-dessus, nous, on est directement... Dans le fond, au Québec, on a une loi qui dit que le seul qui peut diagnostiquer l'autisme, c'est c'est des psychiatres. On n'a pas le choix. Ça peut pas être un médecin généraliste. Ça peut pas être ça. Il faut que tu l'envoies au psychiatre pour un diagnostic. Ok. Sinon, au Québec, nous, ce qu'on a aussi, on a une loi sur la psychologie. Des fois, les psychologues, les neuropsys peuvent faire l'évaluation diagnostique pour l'autisme, mais ça doit être confirmé par le Ouais, psychiatre. c'est pareil que chez nous. Ouais. C'est un pré-diagnostic. Impossible. Quoi. Impossible, sinon. Moi, j'ai connu des récits d'horreur, là. Sérieusement, je sais qu'il y a un psychiatre à Montréal. Je dirais pas de nom, encore une fois. C'est même pas un psychiatre, c'est un neuropsy. C'est un neuropsy qui fait des diagnostics au privé, mais j'ai pas l'impression qu'il y a de l'évaluation derrière du psychiatre. Fait que, en tout cas, c'est un peu controversé et beaucoup sur les groupes de Facebook. Au niveau du Québec, c'est controversé. Mais normalement, c'est au niveau des centres hospitaliers que ça se fait beaucoup. Sinon, c'est vrai que le privé, c'est très cher. Nous, je pense que ça peut aller jusqu'à 1600, 1800 $ une évaluation diagnostique. Ah ouais, quand même. C'est pas donné. C'est vraiment pas donné. Ouais, dans tous les cas, que ce soit chez vous, chez nous, c'est cher, quoi. Oui, puis au niveau même de l'adulte, souvent, ils peuvent même pas passer par les centres hospitaliers parce qu'on leur dit souvent vous êtes trop vieux. Donc, ils nous obligent quasiment à aller au privé. Mais c'est complètement illogique parce que je connais plein de gens qui sont en questionnement, qui aimeraient ça, là, savoir. Là. Mais on n'a pas assez de spécialistes, malheureusement. Bah, c'est que des spécialistes, je pense qu'il y en a, mais c'est qu'il y en a pas mal qui sont dans une mouvance, en fait, qui font que l'autisme est reconnu encore comme une psychose infantile, même si c'est plus dans le DSM. Mais et de fait, ouais, ils refusent. Parce que comme tu disais, c'est juste, hein, nous, c'est pareil en France. Quand tu es enfant, déjà, c'est tout pris en charge. Jusqu'à tes 18 ans, donc c'est beaucoup plus simple. C'est moins long. Et quand tu es adulte, en fait, ils remettent plus en question ton diagnostic parce que malheureusement, alors des récits d'horreur, on en a aussi. On en a vu passer un paquet déjà dans les podcasts, mais il y en a aussi un paquet où en fait, il y a des psys qui te disent droit dans les yeux, donc des psychiatres, hein, mais vous avez une vie sociale, vous avez une ou un partenaire, vous avez un travail, vous pouvez pas être autiste. En plus, vous me regardez dans les yeux. Enfin, des trucs aberrants, quoi. Mais je dirais que la différence principale entre le Québec et la France, c'est au niveau du mouvement psychanalytique. Je crois qu'on est moins dans le mouvement psychanalytique au Québec que vous l'êtes en France et c'est vraiment votre problème. Là. Ouais, clairement. Parce que nous, je sais pas, moi je suis hyper sociale, je suis même trop sociale. Tu sais, des fois, là, je m'en fous des codes sociaux, là, tu sais. Mais moi, je me suis même posé des questions en année. Pourquoi je suis comme ça, genre? Mais ouais, c'est normal d'être comme ça, puis ça fait partie de l'autisme aussi. Mais ouais, il faut voir l'humain dans sa globalité et non juste comme un mouvement psychanalytique fucké. Ouais, mais c'est très enfin, de toute façon, le Canada, le Québec, vous êtes, connus, enfin, on a une grosse envie, je pense. La Belgique aussi, on est très, très envieux, je pense, des Belges et des Canadiens, des Québécois, parce que vous êtes beaucoup plus en avance que nous et j'ai l'impression qu'en termes d'insertion sociale, professionnelle, il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place qu'en France. Oui, Globalement. parce que vous êtes... nous, on essaye vraiment d'intégrer des politiques au sein même des entreprises pour favoriser l'inclusion sociale. Vous êtes beaucoup plus sur vos traditions en France, sur le fait que tout le monde devrait être pareil au niveau de... Tu sais, il n'y a pas nécessairement d'innovation. Mais là, je ne vais pas en parler en détail parce que c'est un de mes sujets d'études en ce moment. Donc... D'accord. Merci de te réguler, Élise. Je suis capable de me réguler quand même. OK.
Ness, de ton côté, du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter, bah, sensiblement comme Élise? Parce que du coup, toi, tu as grandi en Angleterre, si j'ai bien saisi? Oui, c'est ça. Alors pour commencer, du coup, toi, est-ce que tu souhaites te présenter rapidement, ta profession, ton âge, si tu as diagnostiqué, en cours de diag, en questionnement? Alors, moi, je m'appelle Ness, j'ai 24 ans. De formation première, je suis peintre portraitiste. Métier qui, bien sûr, ne fait pas vivre. Donc, je suis rentrée dans un métier qui concerne un de mes intérêts restreints, soit la jardinerie. Et après ça, je suis devenue gestionnaire de sinistre auto. Moi, je suis diagnostiquée. J'ai été donc diagnostiquée en Angleterre, dans le privé, puisque en France, j'ai eu beaucoup de mal, ayant la double nationalité, à faire prendre en charge mon diagnostic et on m'a annoncé des délais d'attente de 4 ans. Mmh. Donc, je me suis fait diagnostiquer en Angleterre, enfin, alors c'est pas tout à fait dans le privé. Les diagnostics en Angleterre ont la particularité de tous être payants et de ne pas être remboursés par la Sécu, Ah, pas du tout? à moins qu'on fasse partie du pourcentage de population qui est dans les extrêmes démunis. Ah D'accord, On va mon dire Dieu. ça comme ça. et c'est pareil Les pour les gens qui enfants que pour vivent les en adultes? dessous, c'est pareil pour C'est-à-dire? tout le monde. Ah ouais, même les Si gamins, en du coup, qui Angleterre, si on veut pratiquent, être bien diagnostiqué, ouais, il faut être diagnostiqué dans le privé. Sinon, ils vous et collent toute et n'importe laquelle étiquette. et Oh tu non. tu genre, en termes de budget, c'est combien? Alors, mon diagnostic à moi a coûté 5 000 €. Punaise! Enfin, 5 000 Ah livres ouais, sterling. c'est C'est 1000 Auparavant, énorme! je livres? m'étais fait diagnostiquer dans un autre établissement. Donc, enfin, c'était un bâtiment avec une réunion de plusieurs psychiatres, psychologues avec différentes spécialités, entre guillemets, enfin, différents domaines. Plutôt, il y en a qui étaient spécialisés dans tout ce qui est syndrome borderline, d'autres les dépressifs chroniques, d'autres la schizophrénie, etc. Donc j'étais passée là-bas. J'avais fait un topo généralisé et après on m'a orientée vers un spécialiste et on m'a diagnostiqué borderline. Ouais, d'accord. Or, ce diagnostic s'est très mal passé pour moi parce que ils ont refusé de me voir toute seule et ils ont pris pour maître mot les paroles de mes parents, avec qui je suis en de moyens voire mauvais termes. D'accord. Donc après, j'ai réuni les sous toute seule. J'ai pris un rendez-vous et j'ai été diagnostiquée comment on peut dire ça sans divulguer qui c'est? Hem, c'est en gros ouais, non, si, je peux le dire comme ça. C'est la Société nationale royale d'autisme d'Angleterre. Royal. Et Il y a oui, parce vraiment que le cette terme société royal appartient à dedans. la reine. Oui, oui, cette société appartient à la reine. Et donc, ils m'ont pris sur toute une journée. Mmh mh. Enfin non, j'y suis allée 3 jours d'ailleurs, ceci étant dit. Non, non, j'y suis allée 3 jours et eux, ils ont un service qui est dédié aux femmes, Ah! uniquement dans le diagnostic des femmes. Et C'est alors, génial ça. Ben oui. je vais dire que je ne regrette pas du tout les 5 000 €. Ah bah ouais, tu Parce que j'ai été m'étonnes. suivie pendant 3 jours. Pendant 3 jours, mon diagnostic s'est passé sur des activités de la vie de tous les jours. Donc j'ai une dame qui m'a accompagnée faire mes courses, faire mes magasins. On a passé une journée dehors à prendre le café, aller au restaurant et elle a pris en compte mon comportement de la vie de tous les jours, sur une D'accord. journée. C'est exceptionnel Après, ça. j'ai eu des activités, plus, «manuelles» entre guillemets, plus des choses de logique, par exemple, des choses de la vie de tous les jours à l'intérieur d'une maison, des exercices écrits, des choses comme ça. Et après, j'ai eu une journée où on m'a tranquillement, devant un café, on m'a posé des questions de mise en situation. Donc, par exemple, si vous allez dans un magasin et qu'il y a beaucoup de bruit, comment ça vous fait ressentir? Comment ça vous fait réagir? Quelles sont vos difficultés dans ces moments-là, et cetera, et c'est sur ça que s'est basé mon diagnostic. Il a été super positif, C'est carrément super parce que je me zen. dis je me dis qu'en France, les diagnostics, du coup pour adultes, autistes, ils sont axés sur, les garçons, les hommes quoi, Oui, oui, et oui. c'est pas du tout pareil que pour les femmes au final. Mais c'est génial du coup, je savais pas du tout ça. Et ben nous, enfin en Angleterre, en tout cas de mon expérience,
C'est super ouvert et on est quand même vachement en avance sur les femmes ASPI et on est extrêmement ouvert sur le fait qu'il y a une différence de diagnostic qui a lieu parce que une chose que j'ai appris dans mon diagnostic, c'est que les femmes sont beaucoup plus capables de faire du masking Mmh. que les hommes et que ça ne se présente pas du tout sous les mêmes symptômes, entre guillemets. Déjà Mmh. que chaque ASPI a des symptômes différents, vu que c'est un spectre, comme vous disiez plus tôt. Et maintenant, en Angleterre, ils ont même carrément réussi à définir des traits qui sont même majoritairement féminins. Ah ouais? Genre quoi, par exemple? Et bah, par exemple, le masking, déjà, OK. énormément. Énormément de plus de masking en fait chez les femmes. Et par exemple, nos intérêts restreints ont tendance à être moins obsessionnels, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas si c'est Mmh. vraiment le bon terme, je perds un petit peu mes mots. Moins envahissant, C'est, enfin, peut-être? on présente, Mm. on vit pas nos intérêts restreints de la même manière, OK, en fait. d'accord. Mm. De manière générale, on ne vit pas nos intérêts restreints de la même manière. On a, voilà, une gamme de choses qui sont peu perceptibles, il faut les chercher, et qui font en sorte que, ben, voilà, on est souvent mal diagnostiqué. Et la moyenne d'âge d'un diagnostic féminin en Angleterre est 9 ans pour une femme. C'est extrêmement jeune. Ah ouais, carrément, ouais. C'est Carrément. incroyable. Ouais. Mais Je trouve sérieusement, on ça pourrait, génial. je sais pas si on pourrait, tu sais, appliquer les principes britanniques carrément dans nos pays parce que, crime, Oui, mais alors au c'est niveau génial. financier, ce serait pas possible. Oui, ben oui, c'est ça. Ah bah Le là, ouais, gouvernement pourrait c'est pas vraiment se pas permettre ça, là, c'est sûr. Après, moi, j'ai eu un temps d'attente donc d'1 an. Donc comment ça s'est passé? Moi, j'ai envoyé mon dossier. Donc en fait, vous faites une demande. Ils vous envoient un dossier un petit peu comme un dossier MDPH en soi, une vingtaine de feuilles, où c'est des questions un petit peu sur toi, te présenter, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, quels sont tes intérêts restreints, quelles sont tes difficultés dans la vie. Même sans parler d'autisme, ils demandent juste les difficultés générales. Quelles sont les choses qui vous font faire des burn-out? Quelles sont les choses qui vous déclenchent des crises? Est-ce qu'il y a un projet de vie? Est-ce qu'il y a voilà, des choses qui vous font douter, des choses qui vous font peur? Plein de petites questions comme ça. Donc, on vous renvoie le dossier et sous 6 mois, on a une réponse. Est-ce qu'ils veulent vous voir ou pas? Ils sont également aptes à vous diagnostiquer si ce n'est pas autisme, si c'est autre chose. d'accord. Et donc, eux, ils vous renvoient une lettre en disant, voilà, on suppose que vous pouvez rentrer dans ce cadre, mais voilà, on souhaite vous revoir, donc dans 1 an, enfin dans 6 mois ou 1 an, ça dépend des disponibilités de chaque bâtiment, parce que du coup, il y a 3 ou 4 maisons comme ça en Angleterre. Et du coup, voilà, moi, je les ai eu au téléphone, ils m'ont dit, voilà, on vous invite à venir. Ça s'est passé super zen, comme j'ai dit avant, et non, ça a vraiment été la meilleure expérience de ma vie, sincèrement. Tu m'étonnes. Et Ça du a coup, été vraiment soulageant. ton diagnostic, il est reconnu, En enfin, tu France, dis que en France, ouais, du coup, c'est quoi? C'est européen? Enfin, avant qu'il y ait eu le Brexit, comment ça se passe? Je parle du Brexit, mais c'est même d'actu, avec quoi, le mais Brexit, même avec le Brexit, il est reconnu, d'accord. puisque on a quand même, enfin, je vais parler crûment. Je vais parler crûment, donc mes mots seront peut-être mal choisis, je m'en excuse d'avance. L'autisme, de manière générale, est un spectre dont on a certaines informations sur comment le diagnostiquer, et ça, c'est valable partout, dans tous les pays du monde. Parce qu'on se base là-dessus. Certes, ils sont pas forcément bien informés, ni bien choisis, mais on a ces informations-là. Du moment que cet endroit vous pose un diagnostic, il est reconnu de façon européenne. C'est juste la technique de diagnostic qui est différente. OK, d'accord. Ce qui Par fait que contre, toi pour bénéficier de ce diagnostic britannique, il faut être citoyen. donc citoyen, ça veut dire qu'il faut que tu sois de nationalité Voilà, anglaise, anglaise. pardon? Et Voilà. toi, ça a pas posé problème avec ta double Ah ben j'ai la nationalité? double. Non, j'ai la double pour eux. Je suis résidente anglaise comme je suis résidente française. Ça ne change rien. OK, d'accord. Et de fait, depuis que tu résides en France, donc ça fait 8 ans, c'est ça? C'est ça. Tu as fait reconnaître, du coup, ton diagnostic en France? Oui, j'ai été reconnue.
J'ai été reconnue, donc j'ai une carte mobilité inclusion D'accord. avec priorité de manière générale et stationnement. OK. Je bénéficie aussi donc d'allocation adulte handicapé. OK. J'ai un haut pourcentage d'handicap, mais je pense que vu la gestion que je prends par rapport à des amies françaises qui ont été diagnostiquées en France et qui ont fait un dossier MDPH français, je vois la différence d'application. C'est que mon diagnostic est tellement précis. Enfin, j'ai envie de vous dire, mon diagnostic se situe sur un dossier de 140 pages. Ah oui. Et tout est précisément décrit. Ce qui fait qu'on m'a reconnu un taux d'handicap équivalent à ce que j'ai vraiment, ce qui m'a accordé des aides qu'une copine bien plus comment dire, en difficulté que moi, pardon, elle ne bénéficie pas, puisque son diagnostic ne le précise pas. C'est incroyable. C'est incroyable, ouais. Ce qui fait que j'ai énormément d'aides. Ça a été traité extrêmement rapidement. J'ai eu la chance, entre guillemets, d'être appelée par la MDPH pour l'entretien euh, pendant le Covid, ce qui fait que moi, ça a été un entretien téléphonique. Donc, ça a été beaucoup plus facile que de passer devant une commission physique. Mmh. Et ça m'a vraiment permis, voilà, d'obtenir beaucoup de choses. Donc, je suis reconnue personne handicapée, travailleur handicapé, l'obligation d'emploi, etc. Je bénéficie de la totalité. Et enfin, est-ce que tu souhaiterais du coup, nous amener la différence, comment dire? La reconnaissance de l'autisme entre l'Angleterre et la France? Selon toi, du coup, enfin, comment tu le présenterais? Je veux pas vexer les Français. Vas-y, vas-y, vexe-les, il y a pas de souci. La France est arriérée. Mmh. Je ne pèse pas mes mots. La France est vraiment arriérée à ce sujet. En Angleterre, j'ai été accueillie à bras ouverts. On m'a pas posé de questions sur mes aménagements. On m'a laissé aménager comme je souhaitais mon poste. On m'a laissé mon chien. Enfin, alors, pour l'histoire, j'ai 4 chiens, dont Mmh. un qui a été qui est mon chien. Alors, c'est ESA aux États-Unis. C'est un chien de soutien émotionnel. Ouais, bah, ça existe Et aussi en donc, France, mais ouais, c'est c'est une moins autre reconnu en France. chose. Ouais, 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 ce que C'est j'allais moins dire du reconnu. coup. C'est un chien de médiation en France. Ça n'a pas les mêmes Ouais, autorisations. d'accord. Et genre, ma chienne, je peux l'emmener partout en Angleterre. Je peux l'emmener dans le train, je peux l'emmener dans l'avion, je peux l'emmener à mon boulot, je peux l'emmener à l'école. On m'a pas posé de questions. Si je voulais reprendre mes études là-bas, j'ai une aide scolaire d'office. Pas de questions qui sont posées. Tous les aménagements que je demande me sont autorisés dans la limite évidemment de ce que le poste peut accepter, Mmh. entre guillemets. Bien sûr que si je fais un poste en manuel, je peux pas faire du télétravail à 100%, Mmh. bien sûr, mais sinon, tous mes aménagements du moment qui peuvent être mis en concordance avec le poste, il n'y a pas de souci. J'ai jamais été mal vue, j'ai jamais été discriminée, Et tu as j'ai toujours même dit, été encouragée. ouais, je veux dire, au regard de ça, je me permets de te couper. Quand tu dis tout ça, du coup, ça fait rêver, mais du coup, tu as dit lors de tes entretiens d'embauche que tu étais autiste ou que tu étais handicapée? Toujours, Tu as toujours toujours dit dit que que tu j'étais étais autiste? autiste directement. D'accord, et il y a pas de Et on m'a même préjugés posé, là-dessus? eh ben, sur la grande majorité, soit j'ai eu la question de je connais pas, donc est-ce que vous pouvez m'expliquer ce en quoi ça vous affecte, si ça peut vous affecter dans le cas du travail, soit on m'a dit ah, ok. Et du coup, c'est que ce métier, c'est un intérêt restreint ou c'est que vous voulez découvrir un nouveau truc? En Angleterre, on sait que les autistes, de manière générale, s'ils s'investissent en quelque chose et qu'ils s'investissent vraiment, ils s'investissent à fond parce que ça peut devenir un intérêt restreint. Et ça, c'est une chose qui est très très bien vue en Angleterre, de manière générale. Mais Et pourquoi tu es donc, venue en j'ai France? jamais pris. Ça, c'est une très très bonne question. Je me la pose encore. Mais Je me pose pourquoi tu es encore venue en cette France? maudite Mais c'est le question. paradis là-bas pour les esprits, quoi. On va déménager avec Élise, Oui, on oui, va aller en Angleterre. ben oui. Non, mais avec le Brexit, l'Angleterre va couler, donc ça vaut pas la peine. Ouais, non, mais Ça vaut pas la peine. Par contre, après,
Le revers de la médaille, c'est le côté financier. Parce que Ouais, rien n'est, aidé à moins que vous ayez une très, très bonne mutuelle complémentaire. et que tu Donc dois rien n'est Ben, c'est remboursé par la ça. sécu. OK, d'accord. Rien n'est Nous, au remboursé par la Québec, c'est sécu, ça donc la différence. C'est que nous, admettons, le diagnostic est complètement couvert. D'accord. Si on ne va pas au privé. Sinon, c'est complètement couvert, là. alors que nous, en Angleterre, enfin, si vous voulez avoir un diagnostic correct et qu'on vraiment, s'occupe de vous pour savoir oui ou non ASPI, oui ou non TSA, oui ou non, peut-être avec une tendance vers d'autres choses aussi. Si vous voulez un vrai, très bon diagnostic complet, il faut payer. Mmh. Et le revers de ça, c'est qu'il y a très peu d'allocations pour les handicapés. Il y a très peu d'aides. Il y a très peu, voilà, on n'a pas le même système de fonctionnement. Donc OK, c'est génial dans le cadre du travail, je vais pas dire le contraire, mais d'un point de vue personnel, en dehors de ça, RQTH et cetera, c'est très, très complexe. Ça veut dire que Et du coup, si donc, si tu fais un burn, au travail et que tu es dans l'incapacité de travailler, tu n'auras faut pas avoir un les très aides? bon médecin. Ah OK, d'accord. Parce que, Ouais. le ça veut dire qu'est-ce que tu entends par il faut avoir un très bon médecin, en fait? Ça veut dire, Il faut avoir un médecin qui connaît bien l'autisme et qui est entièrement d'accord de vous faire un arrêt de travail. ah parce que du Parce coup que les arrêts de sinon, travail, ça se fait pas comme ça? non, D'accord. non, non. Non, non, on est très mal indemnisés. On a un système de santé qui est très, très pourri. Donc voilà, OK. voilà. Mm. Ça, C'est c'est pourri de ouf. chez pourri. Eh Et mais ça, te c'est le tu revers de comment la dire? médaille, hein. Oui, oui, mais bon, n'empêche, si on pouvait avoir, j'ai envie de dire le tiers de ce que tu viens de nous dire, ne serait-ce qu'au travail, mais je pense que, Eh oui, eh tellement de oui. choses qui se passeraient Mais mieux, quoi. j'ai vu la différence, hein, en travaillant là-bas et en travaillant ici. Et du coup, il y a un courant psychanalytique aussi là-bas ou pas? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que du coup, la plupart des courants, psychiatriques, se basent sur, du Freud, du Lacan et compagnie, où, il y a le côté, «Oui, mais si vous réagissez comme ça, c'est que votre mère, elle a été trop proche, Ah elle a non, été pas du tout. trop Pas du machin». tout. Donc c'est pas du Pas tout du axé tout. sur Freud et cetera, Non, quoi. non, non, absolument pas. On Et m'a jamais parlé de mes parents lors de mon diagnostic. On m'a pas putain, c'est parlé de ma horrible, relation familiale. Si, on royal. m'a posé une question, sur les antécédents, parce que l'Angleterre a tendance à croire que l'autisme vient de 2 manières différentes. C'est qu'il y a un pourcentage de génétique derrière et qu'il y a un pourcentage de, entre guillemets, «hasard», si vous voyez ce que je veux dire. Mm. Ouais. Il bah, beaucoup d'Anglais partent du principe où si, par exemple, un parent est ASPI, il y a des chances que les enfants le soient. Après, je Mais t'avoue que c'est une idée qui est répandue aussi en France, hein, quand même, le côté voilà, génétique. mais il y a également, l'aspect britannique de: «Eh ben, on sait pas ce que c'est, donc voilà, la personne est potentiellement comme ça, elle a ses réactions, enfin voilà, elle rentre dans le cadre du diagnostic, on ne sait pas, ni d'Ève ni d'Adam d'où ça vient, mais c'est comme ça, point». On se pose pas 36 000 questions. Mais il y a ces 2 courants de pensée-là qui sont très présents Au et donc Québec moi, la aussi, c'est seule un peu question, comme ça. d'accord. Mm. Et moi, la seule question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce que, du coup, dans la famille, il y a des antécédents, de comorbidité, ASPI ou pas? Mmh. Et moi, j'ai pas pu répondre parce que je suis adoptée. Du coup, you know Ah say. d'accord, OK. Hem, après une chose qui m'a un petit peu marquée, dans mon diag, c'est que, c'est la première fois où mes parents m'ont ouvertement dit: «On savait sans doute que tu étais autiste parce que ton père biologique l'est et donc on s'en doutait, mais on n'a jamais voulu te le dire et c'est pour ça que j'ai été diagnostiquée tardivement». D'accord. Parce que Tardivement, ça veut dire que tu l'as ouais. malgré tous les symptômes, malgré la présence de énormément de choses depuis que je suis enfant, mes parents ont toujours maintenu que c'était un sujet tabou et que du coup, ils refusaient mon diagnostic jusqu'à ce que je me le paye de ma poche. C'est quoi? C'était une crainte, selon toi, de leur part? Non, ça s'appelle des extrémistes de la religion. Tous les D'accord, maux du cerveau s'en vont par la prière. d'accord, OK, Je cite ma mère mot pour mot. d'accord. Ah oui, en plus. Ouais, OK, OK, OK. C'est violent. Ouais, ouais, C'est tu fais violent. Ça avec. a pas dû être simple, du coup, Non, heu, pas vraiment.
Et qu'est-ce que je veux dire? Après comment dire? C'est à toi de voir si tu souhaites nous en parler ou pas. Tu as pu reprendre contact avec tes parents biologiques justement pour pouvoir parler de ça ou pas? Absolument pas. D'accord, c'est pas ton Absolument souhait. c'est pas mon non, 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 c'est pas que c'est pas mon souhait, c'est que je ne sais pas qui c'est. D'accord. Je n'ai aucune idée, ni d'Ève ni d'Adam, qui c'est. Mais Je tes ne le parents ont saurai dit sans doute qu'ils jamais. savaient que ton père était autiste, du Oui, coup, c'est qu'ils ont bien bah, des ça infos? c'est en fait, ça c'est par rapport aux assistantes sociales D'accord, qui se sont occupées de mon adoption, qui me leur ont dit. Mais sinon, ils se sont jamais rencontrés physiquement. d'accord. Sur, OK, mon acte de naissance, c'est X et X. On sait pas d'accord. qui c'est, ni l'un ni l'autre. Et tout à l'heure, tu parlais du coup de ton diagnostic tardif, c'est-à-dire que tu étais diagnostiquée à quel âge? J'ai été diagnostiquée à 22 ans. D'accord, OK. Donc tardif, du coup, pour l'Angleterre où la moyenne d'âge, c'est 9 ans, hein, c'est ça? Dans cet organisme-là, c'est 9 ans. Après, c'est différent selon, là où on va, bien sûr. Fou, OK, d'accord et du coup, donc je suppose que tu parlais de ta famille tout à l'heure, donc ils sont au courant de ton autisme? Oui. Et comment est-ce que ça a été accueilli? Mal? Hem, C'est un alors, euphémisme? les Anglais, bah, tiens, ça nous Ah bon? étonne pas. Tu On es s'en est sérieuse? douté, OK. on s'en doutait. Tu as autre C'est chose à nous raconter? Tu viens prendre mais c'est l'apéro, tout, c'est bon? C'est passé? c'est pas vrai, c'est juste ça. Voilà, Ah voilà. ouais, Et OK. les Français, bon, je vais paraphraser ma mère, mais en gros, prie un petit peu plus, ça partira. D'accord. Parce que du Donc coup, vraiment les opposés. quand tu dis que tu as la double nationalité, donc ça veut dire que tu as un de tes 2 parents qui est français? C'est ça? Oui, Non? ma mère. OK, d'accord. OK! Punaise. Je te remercie de partager ça du coup. Élise aussi, je vous remercie toutes les 2. C'est vraiment, c'est 2 cultures mais totalement à l'opposé. Moi j'étais dans la naïveté de me dire que c'était la galère partout, mais c'est plutôt chouette quelque part que c'est Ouais, même génial que ça se passe Bah, en fait, mieux. c'est réalistiquement, c'est la galère partout si on n'a pas l'argent. Oui, bah, ça, oui, ça c'est un fait. ouais, ouais. Mais C'est Mais c'est sauf la que on va galère faire un partout autre tant qu'on n'a pas épisode l'argent. là-dessus. oui, c'est prévu. Les autismes et l'argent. Oui, Ça et puis surtout, en fait, ce serait aussi carrément faire un épisode à part entière, un ouais, podcast du coup sur simplement sur les cultures, en fait, sur les cultures et puis, qu'on ait plusieurs personnes qui viennent de plein de pays différents, qui puissent nous apporter ce que vous venez de faire quoi, qui est hyper enrichissant et quelque part, moi, ça me rassure parce que je me dis: «Si ça se fait dans un pays, pourquoi ça pourrait pas devenir le cas dans les autres pays, quoi?» Parce qu'un service spécial Aspifam, enfin franchement, je pensais pas que ça C'est existait, magnifique. vraiment quoi. C'est incroyable. C'est magnifique, c'est Il magnifique. faut adresser toutes tes prières du coup à la reine d'Angleterre, séance tenante. Non, mais blague à part, ce qui est aussi génial, c'est que eux organisent un suivi à distance, malgré que j'habite maintenant à l'étranger. Ah ils comptent parce que du coup tu as une continuité de suivi? Ah bah oui, c'est au choix, si j'ai envie, D'accord. mais du coup, j'ai une continuité de suivi, toutes les 2 semaines environ, j'appelle, ma psy là-bas en Skype. OK, cool. OK. Putain, c'est chouette ça. Ah non, Que c'est qu'en génial, hein. en France, quand tu es diagnostiqué, c'est encore un autre parcours du combattant ensuite pour arriver à trouver, soit une ou un spécialiste, du coup, de l'autisme ou, des troubles associés et puis ensuite il y a les GEM, donc groupe d'entraide mutuelle ou sinon il y a les groupes d'habileté sociale. Mais ça, c'est à toi du coup d'aller chercher, voire même dans les cas, où la personne a une dépendance, il y a une dépendance en fait, de tierces personnes, de services médico-sociaux, donc soit à domicile, soit au travail, enfin, c'est OK, c'est bien. ben, Je gagne le fou là-dessus, en j'en ai pas humanité. beaucoup parlé aussi, hein, mais nous, là, il y a quand même des listes d'attente, mais on a un organisme qui s'appelle le CRDI-TED, Mmh mh. qui est le centre de ressources de DITSA, qui s'occupe de vraiment tout ce qui est déficience intellectuelle TSA.
Puis OK. là, on a vraiment des suivis là, avec des éducateurs spécialisés, des Mmh. psychoéducateurs, puis toute l'équipe est mise en place là. T'sais. Moi, c'est ça que j'ai en OK. ce moment comme suivi, donc ça fait bien la job. Vous me redonnez foi en l'humanité, du coup, je vous remercie pour ça. Bon, du coup, on va je pense que j'aurai encore plein de questions à vous poser. Peut-être que je vous recontacterai, avec Angela, dans le cadre, d'un autre podcast justement qui parle de, bah, je sais pas, de différentes cultures, de comment le handicap, de manière globale, hein, pas forcément que Mm. l'autisme, mais que le handicap du coup peut être vu. Enfin bref, du coup, pour en revenir à nos moutons, la deuxième question c'était: quel est votre intérêt restreint et comment est-ce que vous fonctionnez avec? Sachant qu'on a fait, on a volontairement fait une question qui était assez large pour pas que vous vous sentiez, restreinte dans votre manière d'expliquer du coup votre intérêt restreint. Laquelle de vous 2 souhaite commencer pour expliquer son intérêt restreint? Tu peux y aller, Ness, j'ai commencé tantôt. Hein, moi? Oui, vas-y. Ah, OK. OK, OK. Moi, mes intérêts restreints, j'en ai plusieurs. Très divers et variés, pour être honnête. Principalement la paléontologie. Précise, donc du coup ça couvre la paléontologie en général ou tu as vraiment une De aire? manière, non, 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 de manière générale, je trouve ça passionnant depuis que je suis enfant. Mmh. Pour l'anecdote, la meilleure amie de ma mère est archéologue et comme, Super. j'ai passé beaucoup de temps avec elle étant enfant, bah, elle m'a donné cette passion. Après donc, j'ai la génétique. Donc j'ai OK. la génétique animalière. OK. C'est pour ça que j'ai des animaux qui sont très divers et variés et aussi pour laquelle je fais de la reproduction, de poules. Je suis éleveuse de poules. Ah cool! Voilà, pour la petite C'est génial anecdote, ça. je suis éleveuse de poules géantes. De poules géantes. C'est géante, c'est-à-dire, en termes de Beh, poids, de taille? alors une poule normale, prête à mettre au four, fait 1 kg, 1,5 Ouais, kg. ouais. Mes poules prêtes à mettre au four font 4 à 6 kilos. C'est des Oh mon Dieu! dinosaures là, c'est le cas de le dire. Oui, 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 puis ça fait le même cri qu'un vélociraptor, hein. C'est très, très c'est incroyable. Mes chiens en ont peur. Mon C'est chien de génial. 55 kilos voit une poule, il se barre en courant. Il en a une peur bleue, mais même moi j'en ai peur, hein. Il y a des fois je les regarde, je dis: «Non, non, je rentre pas. Vous êtes mignonnes, restez là-bas». Un jour, elles vont Elles se sont retourner magnifiques. contre nous, elles vont gouverner le monde, tu vois? Ah non, mais oui, 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 puis elles ont l'œil machiavélique. Elles ont l'œil machiavélique, c'est pire que le chat. Elles sont ignobles. Hem, Donc du coup, tu es j'ai éleveuse de beaucoup poules, ouais. d'autodérision et beaucoup d'humour. C'est génial du coup. Hem, Après donc la génétique animalière avec mes suppôts de Satan. Ouais. Hem, Après j'ai mes ongles. C'est bête à dire, mais je prends beaucoup soin de mon apparence Mmh mh. et du coup, j'ai les ongles très, très longs, donc beaucoup de vernis différents, beaucoup de poses d'acrylique. De choses comme ça, je mets maître mot sur, mon apparence parce que voilà. Du coup, ça rejoint un peu ce Et que Sandrine nous disait plus tôt au niveau de son oui, témoignage au final. oui. Ben les vêtements, mais moins. Les vêtements, c'est quand même moins un intérêt, c'est plus, j'irais pas jusqu'à dire un intérêt restreint, je dirais plutôt une passion. Mmh mh. C'est pas totalement un intérêt restreint non plus. Après on peut y intégrer tout ce qui est tout ce qui est art plastique de manière générale. OK. Donc autant la peinture que la sculpture, que le tricot, que la couture, que le crochet, retaper des meubles. Voilà, un petit peu, ce genre de craft, en fait, très manuel. Et du coup pour toi, parce que je pense que tu c'est vrai qu'au final il y a peut-être un truc qui pourrait être intéressant qu'on pourrait glisser dans la question 2, c'est, pour toi un intérêt restreint du coup c'est quoi? Tu y passes combien de temps? Ça génère quoi chez toi? Ouh là! Enfin ça quoi du coup. C'est pour expliquer à quel Alors, point ça peut être démesuré je pense, hein. je pense que ça rejoint peut-être plus la question 3. Comment Mmh, organisez-vous votre hier? oui, mais, sur le principe, Mais on comment j une définition pour fonctionne toi la avec? ou plutôt la définition Après, d'un intérêt restreint, pour toi c'est quoi du un coup? intérêt restreint est quelque chose auquel je m'adonne corps et âme sans réfléchir.
sans me poser de limites, sans me poser de questions. Je m'y adonne parce que c'est quelque chose qui me rend heureuse, qui m'intéresse, mais je m'y lance corps et âme sans me poser de restrictions ni de limites. Or, une passion, je sais me limiter. OK. Par C'est bien que tu exemple, fasses ce distinguo avec la passion, ouais, c'est intéressant. parce que pour moi, par exemple, les vêtements et le maquillage, c'est une passion. J'y adonne beaucoup de mon temps, beaucoup de mon salaire aussi, mais, mais je sais me poser des limites. Je sais me dire, attention, là ça suffit un petit peu, ça commence un peu à déborder, il n'y a plus de place dans les placards. Stop. Autant mes intérêts restreints, mais alors, faut pas me poser de limites, hein. Faut pas me dire non. C'est, c'est si j'ai envie de m'acheter un bouquin sur la paléontologie, qu'importe ma situation, je vais m'acheter mon bouquin sur la paléontologie. Je vais m'y adonner des heures et des heures, corps et âme, à en oublier de manger, à en oublier le monde autour de moi, et sans prendre en compte ce que les autres me disent ou pensent. Je ne vis donc pas toute seule chez moi. Mon conjoint va souvent me dire attends, ça fait 6 heures là, hein, que t'es sur ton truc. Ah bon? Ah. Et je vais avoir complètement oublié. Et j'aurais pas mangé, j'aurais pas bu, je serais pas allée aux toilettes. Mais j'étais passionnée dedans. J'étais vraiment, de façon restreinte, bloquée dedans. Et donc, j'ai mis le monde extérieur à l'écart. Alors qu'une passion, je reste quand même consciente de ce qui m'entoure et de qui m'entoure. Donc voilà. OK, d'accord. Et toi, de ton côté, du coup, Élise, c'est quoi tes intérêts restreints ou ton intérêt restreint? Ben, j'en ai plusieurs, en fait. Moi, ce que j'adore par-dessus tout, déjà, quand j'étais jeune, je voulais devenir météorologue. J'adore les sciences en général. Je suis passionnée par les sciences, mais en particulier, mon dada, là, c'est les sciences médicales. Ce qui a rapport avec la médecine, je connais absolument tout là-dedans. Je pourrais quasiment être médecin, si je voudrais, là. Ouais. Puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment les arts. Quand je commence à faire de quoi, comme là, je suis dans un cosplay, je fais Daisy dans Mario. Puis quand je commence à faire ça, il n'y a plus rien qui compte autour de moi. C'est comme, non, faut que ça soit fini. Tu sais. Ouais, c'est pas mal mes deux intérêts. Mais tu sais, c'est super large. Puis, tu sais, là-dessus, tu sais, je dirais pas, hey, je tripe ces trains. Tu sais, c'est pas une affaire. Tu sais, moi, c'est des domaines en particulier que j'aime beaucoup. Mais ce qui fait vraiment que ça devient dysfonctionnel et que ça devient vraiment restreint, c'est que des fois, je peux passer des heures, comme Ness a dit, à pas me poser de questions, puis à juste triper sur un truc en particulier, sans me donner de limite de temps, sans tenir compte de ce qu'il y a autour de moi. Puis des fois, même que si je sais que c'est restreint, parce que si, admettons, je le fais pas, puis je décide, hey non, j'ai pas le temps, ça va me tirailler dans la tête. Puis Tu te des sens mal, fois, du coup? oui, je me sens super mal de pas le faire, puis des fois, je viens pour me coucher parce que je sais qu'il faut que je me couche dans la vie, là, que j'ai quelque chose le lendemain, admettons. Puis je suis pas capable de me coucher. Des fois, là, il faut que je fasse le truc, puis après ça, je suis capable de me coucher, mais pas avant de l'avoir fait. C'est super tannant, mais en même temps, je me dis, si ça dérange pas personne, puis si ça me dérange pas trop, pourquoi pas je le ferais? Et vous considérez de manière globale, mesdames, que du coup, vous avez une forme d'expertise dans vos intérêts restreints? Parce que c'est quelque chose qui peut être, qu'il y a pas mal d'autistes, en fait, qui peuvent témoigner en disant qu'il y a une forme d'expertise dedans. Par exemple, on a fait un podcast, récemment sur, la parentalité, la grossesse et les femmes qui ont témoigné disaient que, bah, voilà, il y a eu un gros intérêt restreint, quand elles étaient enceintes sur tout ce qui était, sur le développement de la grossesse, le développement du fœtus, au point qu'elles arrivaient à sortir, des mots, des choses, en fait, que seules des personnes ayant fait des études très, très poussées pouvaient arriver à faire comme lien et voire même des fois elles ont découvert des choses avant même les personnes qui les suivaient. Pour faire le parallèle avec vous, est-ce que ce sont des choses dans lesquelles vous vous considérez comme étant experte? Définitivement. Je pense que au niveau sciences médicales,
tout le monde qui me connaît sait que s'ils ne trouvent pas une réponse à leur question, c'est moi qui vais l'avoir. Tout le monde le sait, là. Et toi, de ton côté, du coup, Ness, c'est pareil, tu as ce sentiment-là aussi? Je n'irais pas jusqu'à dire expertise, parce que je pars du principe où les choses sont en perpétuelle évolution et on est perpétuellement en train de découvrir des nouvelles choses. Donc il y aura toujours des choses dont on ne sera pas au courant. Et donc je n'irai pas jusqu'à me dire experte dans mes intérêts restreints. Mais connaisseuse, oui, puisque je pars du principe où je vais continuellement apprendre de nouvelles choses au fur et à mesure qu'elles sont découvertes. Par exemple dans le cadre de la paléonto, mais pareil dans le cadre médical, par exemple. On découvre sans cesse des nouveaux diagnostics, des nouvelles maladies, des nouveaux microbes, des nouvelles... Enfin voilà, je connais pas trop le milieu médical, mais voilà, on découvre perpétuellement des nouvelles choses. Et comme on est perpétuellement... On a perpétuellement besoin de se remettre En question. dans les nouvelles choses, je pars du principe où on sera jamais expert réellement. Ben justement, là où je pourrais rebondir là-dessus, Ness, c'est que moi, mettons dans mon cas, je vais tout le temps essayer de chercher la dernière information qui existe. Mettons sur le coronavirus. Moi, j'étais la première à regarder les articles scientifiques sur la génétique du coronavirus. C'est Et du coup, de par tes connaissances, parce qu'au final, les études que tu fais actuellement, elles sont liées au médical ou pas, Élise? Pas du tout. Dans le fond, je suis en administration. D'accord. Puis, dans le fond, moi, ce que je veux dans la vie, c'est devenir... je sais que au Québec, ça s'appelle un archiviste médical. Mais en France, c'est un technicien de l'information médicale que ça s'appelle. Okay. Puis moi, c'est ça que je veux faire. Je veux devenir... je veux vraiment gérer les dossiers patients au niveau médical et tout, parce que j'adore le médical, mais je suis vraiment pas prête à être médecin. Ou ça va trop me demander au niveau surcharge sensorielle énormément. Fait que moi, je me suis dit, je vais aller en arrière, mais je vais rester dans le médical parce que je peux pas faire sans le médical. J'aime tellement ça que ça en devient que j'ai pas de choix. T'sais. Puis plus tard, ce que j'ai envie de faire, c'est devenir experte en politique de santé. Vraiment décider ça va être quoi les politiques de santé dans un hôpital. Ben moi, c'est ça que je veux faire plus tard. D'accord, OK. Et du coup, tu comment dire? Comment je pourrais formuler ça? Ça t'est déjà arrivé d'avoir, une forme de lassitude, au niveau de tes intérêts restreints? Vraiment pas. J'ai jamais eu de lassitude. J'ai tout le temps aimé ça vraiment plus. Et ça n'a jamais vraiment ça fadigue. Dans le fond, moi, tu sais, mettons, je peux parler de la météo parce qu'avant, je tripais bien gros sur la météo, mais j'ai pas enlevé dans moi mon désir de m'informer sur la météo. Il est toujours là, ce désir-là, sauf qu'il est un petit peu moins présent puis qu'il a fait la place plus au domaine médical que je trouvais qui était encore plus important pour moi. C'est juste ça. OK, d'accord. Du coup, tu as jamais eu le côté, en fait, où un intérêt restreint peut laisser la place à un autre? Parce qu'il y a aussi certaines autistes qui peuvent dire qu'elles, elles ont ce qu'elles appellent des intérêts restreints éphémères, où elles vont complètement se consacrer à un sujet, une thématique, qui vont vraiment les tenir à cœur pendant un temps donné et une fois qu'elles auront fait vraiment, elles auront, comment dire? Récuré le sujet à fond et ben, en fait, elles considéreront, vu que le sujet est pas en évolution, qu'elles en ont fait le tour, donc de fait, elles peuvent passer à autre chose. Toi, c'est quelque chose que tu as déjà croisé du coup ou pas Ben, sous cette forme-là? j'ai l'impression qu'en science, c'est pas quelque chose qui est courant qu'un domaine s'affadit autant, t'sais. Parce que, tu sais, je parle à la médecine, il y a tout le temps, constamment des évolutions qui te tiennent intéressé. Je parle, tu sais, même en météo aussi, il y a tout le temps des nouvelles affaires, des nouvelles techniques qui sont présentes. Mais tu sais, plus au niveau des arts, admettons, je peux comprendre que tu peux avoir un certain plateau à m'amener quand tu sais tout, là, puis que Mmh. ça peut moins te stimuler. Ça, je peux D'accord. comprendre. Mais au niveau des sciences, c'est vraiment ça qui me drive. Puis maintenant, c'est vraiment l'implication communautaire aussi qui me drive beaucoup.
Et de fait, du coup, ça me permet de basculer sur la question 3 quelque part. Attends, je vais reprendre la question 3. C'est comment organisez-vous votre intérêt restreint dans la vie de tous les jours? Comment vous avez trouvé un équilibre ou est-ce qu'à contrario, celui-ci est envahissant? Justement, tu as pas une forme d'envahissement au niveau de ton intérêt restreint? Oui, c'est ça. Tantôt, je le disais un peu. C'est au niveau de tout ce qui est, mettons, ça m'envahit dans ma vie de tous les jours, mettons, au niveau de mon sommeil. Je suis tout le temps en train de penser à mon intérêt restreint du moment. Je suis tout le temps en train de penser à ça. Des fois, je peux avoir des, tu sais, comme, il faut que je me garde d'informations pour que je me sente bien, tu sais. Ouais, Puis d'accord. après ça, là, je me sens bien. Mais tu sais, il faut que j'accepte que j'ai aussi des gavages dans ma vie. Puis il faut pas que j'essaye de les restreindre non plus. C'est juste qu'il faut vraiment que je trouve l'équilibre avec ça, puis que je bascule sur des activités qui sont peut-être un peu moins stimulantes aussi à D'accord. maintenant. Donc du coup, tu arrives à compartimenter ton intérêt restreint en faisant d'autres choses. Tu essayes de couper. Ça, c'est quelque Oui. chose que tu fais de toi-même ou en fait, petit à petit, c'est des personnes de ton entourage qui t'ont dit: «Là, du coup, c'est trop compliqué, il faut du coup que tu arrêtes»? Comment ça s'est passé? C'est toi qui t'es restreinte toute seule? Ben, dans le fond, quand je sens le besoin que là, à un moment donné, je suis comme ah, je me sens vraiment mieux. Là, après ça, je vais arrêter un moment, puis je vais faire, tu sais, comme moi, ce que j'aime beaucoup, c'est regarder, mettons, des vidéos sur YouTube, mais sans nécessairement avoir des connaissances dessus, juste décompresser. Tu sais, des fois, j'aime bien regarder des vidéos où ce que les gens rient, tu sais, où ce Mmh. que les gens font des blagues. Moi, j'aime vraiment ça, ça me détend. Puis c'est un peu comme ça aussi que j'essaie de trouver mon équilibre en faisant, en écoutant des affaires qui sont un peu, qui dédramatisent, tu sais, parce que des fois aussi dans ma, tu sais, je suis sur plusieurs conseils d'administration, des fois les situations sont pas faciles, fait que des fois je dédramatise comme ça, tu sais, je vais essayer d'écouter une vidéo qui fait de l'humour. C'est Mmh. ça. OK. Et du coup, ton intérêt restreint, tu lui octroies du temps, c'est chaque jour, chaque semaine? Comment tu t'organises Je te dans une dirais journée? qu'à probablement au moins une fois par jour, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose qui me drive, c'est sûr. Puis il va falloir que je l'entretienne, cet intérêt restreint-là, parce que sinon, ça va me créer des tensions à l'intérieur de moi. Ça, je sais. Comme là, en ce moment, j'ai découvert un nouveau jeu. Il s'appelle Medieval Dynasty. Puis là, je me sens comme, je pense juste à ça là, dans ma tête. Là. Genre, là, il faut que je joue, il faut que je développe mon village. Puis je pense juste à ça. Là. Fait que là, c'est rendu que je joue pendant des rencontres d'équipe. Ça n'a pas de bon sens, mon affaire. Mais je pense que là, j'essaie de combler ce besoin-là en ce moment. Là. Puis à un moment donné, ça va arrêter, puis je vais être dans le néant total, quasiment sur le bord de la dépression. Parce que mon intérêt, c'est affadi, puis j'ai plus rien. Mmh. Ouais, c'est ça mon cycle. Mais alors, il y a des fois aussi, il y a, certaines aspis qui peuvent dire que, ça peut avoir les mêmes, les mêmes, symptômes qu'une addiction. Quand tu es addict à quelque chose, donc tu peux avoir des signes d'agressivité, tu l'as déjà dit, tu as des effets de manque. Est-ce que du coup pour toi ça peut vraiment des fois s'apparenter à de l'addiction? Oui, oui, ça s'apparente parce que moi, j'ai une addiction à la bouffe chronique. Là. C'est vraiment quelque chose qui... moi, des fois, j'ai des rages de chocolat, puis c'est la même affaire qu'avec mes intérêts restreints. D'accord, Je ressens la même chose. C'est que... OK. Et dans ce cas-là, tu penses plus que ce serait un trouble alimentaire, au final? Oui, oui, j'ai un trouble alimentaire. Clairement, j'ai un trouble alimentaire. Là. Mais je pense que c'est peut-être dû à l'anxiété. J'ai de la misère à gérer mon anxiété beaucoup. Ça a tout le temps été quelque D'accord. chose qui a été difficile. Mais Ça là, il permet faut que je... c'est un réconfort, quoi? Oui, oui, c'est un réconfort. Là. Clairement, ça me fait du bien. Puis, mettons, j'ai été surchargée toute la journée à cause de discussions, parce que l'administration, c'est énormément de discussions dans Mmh notre mh. vie. Ben, un petit peu de chocolat le soir, là. Je me sens vraiment bien.
Je comprends, il y a pas de problème. C'est mieux ça à la rigueur plutôt que d'autres addictions, bien que ça a quand même un impact sur ta santé, mais déjà tu Oui. en es consciente, donc c'est une bonne chose, je trouve. Tu sais, moi, parce que moi, en fait, tu sais, mettons, je m'écoutais, là, j'aurais 5 sacs de chocolat chez nous, 5 sacs de chips. En tout cas, il faut que je me limite. Je me limite à un sac de chocolat par semaine. Après ça, c'est fini. Alors si tu l'acceptes, on va passer sur la question 4. Du coup, est-ce que tes intérêts restreints, ils t'ont aidé dans ta vie? Donc, au niveau amical, au niveau professionnel, sentimental. Est-ce que tu trouves ou tu penses que ton intérêt restreint t'a aidé, à socialiser, à avoir accès à une certaine forme de connaissance? Enfin, je sais pas. Ben, je te dirais que dans un certain sens, mes hier, ils sont particulièrement intéressants quand tu es dans le milieu universitaire. Je connais tellement de choses. Je suis comme. Tout le monde me dit, t'es un encyclopédie. Ben, moi, je suis ça, tu sais. Puis, les gens, tu sais, au niveau universitaire, moi, j'ai pas de problème à acquérir des connaissances et tout. Fait que je dirais que, tu sais, mon IA, il est super intéressant pour ça parce que à l'université, t'as pas le choix de vouloir faire des gavages d'informations parce que Mmh. faut que t'apprennes, tu sais. Fait que dans un Donc du sens, coup, ça m'aide énormément. ouais, c'est une facilité en fait que de te dire que pour toi c'est un plus parce que tu es en capacité de pouvoir passer des heures à te renseigner et à faire des liens entre les différentes choses que tu lis, quoi. Oui, exactement, parce qu'à l'université, c'est que des liens qu'on fait, là. On a beaucoup de cours où on nous demande de nous questionner sur des choses, puis même les profs, des fois, n'ont même pas les réponses aux questions qu'ils posent. Fait que, oui, c'est vraiment aidant. Mais, tu sais, même au niveau amical, juste au niveau amical, mes amis respectent énormément mes intérêts restreints. Ils savent, puis ils sont bien corrects avec ça. Moi, c'est le critère pour avoir des amis, là, c'est accepte-moi avec mes intérêts restreints. Ouais, de toute façon, globalement, j'ai l'impression que le fonctionnement, autiste, c'est on accepte la personne entièrement ou pas, quoi, mais il y a pas d'entre-deux, quelque Non, part. c'est ça. Il n'y a pas d'entre-deux parce que j'ai l'impression que quand, quand il y a un entre-deux, c'est que la personne ment. Elle ment à la personne qui est avec. Parce que moi, ça m'est Mmh. déjà arrivé, des gens qui sont arrivés, puis ils disaient qu'ils étaient mes amis, puis finalement, ils me bitchaient dans le dos. Mmh. Tu sais, c'est vraiment plat. Et au niveau de globalement, même au niveau de ton couple, c'est ton partenaire ou ta partenaire, du coup, accepte, le temps que tu octroies à tes intérêts restreints au niveau journalier? Moi, j'en ai pas de partenaire en ce moment. Ah, Je autant suis pour moi. bien tout seul. En fait, j'aime. Ça, c'est pas par rapport aux intérêts restreints, mais j'aime moins, mettons, quand je me sens super mal, j'aime moins avoir un copain dans ma vie. Tu sais, Mmh. quand je me sens mal et que j'ai besoin d'être tout seul, la personne, elle me gosse. Là, tu sais. Fait Et ça que, t'est déjà arrivé, sinon, dans des relations précédentes où, ça a pu être une cause de discorde ou, de pas du tout. dispute? Pas du tout. C'était Non? même à ça, la personne qui va être en couple avec moi doit me prendre avec tous mes attributs comme ils sont. Fait que il n'y a pas le choix, je m'adapte. Je peux pas être quelqu'un d'autre juste pour le couple. Là. C'est impossible. Et ouais, du coup, c'est pas des retours, négatifs où la personne te dit, «J'ai l'impression que tu passes plus de temps sur les intérêts restreints qu'avec moi», enfin, Non, mais non? tu sais, non. Ben dans le fond, moi, je suis aussi. C'est pour ça qu'aussi que avec mes intérêts restreints, je suis quand même équilibrée parce que je suis quand même capable de, mettons, d'aller passer une soirée en amoureux avec mon copain. Tu sais, D'accord. ça va pas trop m'affecter tant que ça. Mais tu sais, je vais revenir à la maison, je vais être là, hey, là, faut que j'avoue mon intérêt restreint et tout là. Mais tu sais, je suis quand même capable de le laisser sur pause un petit moment. Tu sais, je suis pas.
Et du coup, ça me permet enfin, après, c'est une question perso, tu y réponds ou pas, c'est à toi de me dire. Mais imaginons, tu croises une personne, enfin, je sais pas, un mec ou une nana qui est à fond aussi sur tout ce qui est médecine. Tu vas arriver à faire, alors je sais pas, je vais essayer d'être claire. Tu vas arriver en fait à dissocier la personne entre ce qu'elle apprécie énormément faire comme toi et la personne qu'elle est. Oui. C'est-à-dire que si du coup tu as la possibilité de pouvoir partager ta vie avec une ou un partenaire qui est à fond sur la médecine, tu vas te rapprocher de cette personne-là vis-à-vis du fait que cette personne est à fond dans la médecine, ou parce que du coup il y a la globalité de sa personne qui t'intéresse? Je Moi, sais pas si c'est clair. c'est vraiment au niveau personnel parce que je sais pas comment d'autres aspects pourraient se sentir par rapport à ça, mais moi, c'est vraiment la globalité. Je cherche pas en fonction de mes hier, en fait. D'accord. C'est pas un critère pour moi, mais le critère numéro 1 quand je cherche, c'est vraiment l'acceptabilité. C'est Donc c'est vraiment ça. c'est pareil du coup au niveau de ton réseau amical, quoi? Exactement, exactement. Moi, je suis super honnête, je suis super transparente, fait que j'attends ça aussi avec mes réseaux, dans mes réseaux aussi. D'accord, OK. C'est vrai que du coup, je suis un peu limitée vu qu'on se retrouve toutes les 2. Hésite pas, hein, s'il y a des choses sur lesquelles tu souhaites rebondir parce qu'au final, ça fait un peu un question-réponse. S'il y a Mais des oui, choses c'est ça. Je pense que oui, comme tu dis, je peux pas rajouter beaucoup de choses en plus parce que je sais pas comment je me sens par rapport aux autres parce que j'ai pas nécessairement discuté beaucoup de mes hier. J'ai l'impression que quand j'en discute, admettons, sur Facebook, ben les gens, ils sont comme tellement à fond dans leurs hier que j'ai de la misère, moi, à m'imposer, tu sais. ouais. Puis ça me fait douter un peu, genre, ah ouais, c'est-tu vraiment une hier ce que j'ai ou non? Tu sais? Bah, c'est qu'après du coup, j'ai l'impression qu'aussi globalement, dès que les autistes, parlent de leur intérêt restreint, on peut aussi saouler une personne en face de soi. Enfin, c'est qui tout double, j'ai l'impression. C'est soit on Ouais. l'amène d'une manière hyper passionnée, et quelque part, on voit que la personne en face de nous, si on arrive à nous en rendre compte, elle est pas forcément, elle s'y connaît pas dans le domaine. Donc je pense qu'on est en capacité de pouvoir vulgariser, Mmh. l'information et qu'à Ouais. travers ça, on peut arriver à intéresser la personne. Soit sinon, on va carrément la saouler, quoi, Ben je pense. oui, c'est ça. Puis je pense qu'il y en a qui sont pas capables de faire la balance, tu sais, qui sont pas capables de l'apporter d'une façon que les gens, ça suscite la discussion. Mmh. Souvent, ça crée plus de discorde qu'autre chose. Parce que, mettons, moi, c'est rendu que je veux même plus commenter sur des groupes Facebook parce que, à un moment donné, moi, je parlais de mon intérêt aussi pour la naturopathie parce que je suis très intéressée par les plantes puis le pouvoir de la médecine des plantes. Puis, tu sais, moi, je disais, si ça peut aider pour des maux comme la grippe ou le rhume, pourquoi pas, tu sais, je dis pas de guérir le cancer, mais tout cas, puis il y en a qui étaient super, super fermés, super hermétiques, qui me répondaient genre, ouais, mais là, la science, elle a pas démontré ça. Ouais, mais tu sais, en tout cas, tu sais, on n'est pas tout le temps obligé non plus de se fier à la science. Puis c'est pour ça aussi que je dis que mes intérêts restreints sont super flexibles aussi, tu sais. Ils Ouais. s'adaptent à la discussion, en tout cas. Bah, il y a toi aussi, quelque part, parce qu'il y a peut-être aussi d'autres personnes qui auraient les mêmes intérêts restreints, tout en étant autistes, qui pourraient être, très, très fermées. C'est aussi, quelque chose, Exactement. qu'on retrouve chez les autistes, hein. C'est cette espèce de rigidité psychologique, Mhm. où il y a des fois, il y a des choses, qui peut être compliquées à modifier. Mais je pense que toi, tu as une forme de bienveillance et Oui. puis une forme de ouais, où tu acceptes, ouais, tu as une tolérance et une bienveillance où si du coup tu as quelqu'un qui te dit: «Bah, ça, je pense que ça pourrait fonctionner pour soigner telle maladie», tu seras en capacité de pouvoir en discuter avec elle, Mhm. quoi. Exactement. Moi, je suis tout le temps ouvert à la discussion. C'est juste que, tu sais, j'ai perdu ce que je voulais dire, en tout cas. Je suis vraiment ouverte à la discussion. Puis je pense que j'ai développé de l'empathie au fil du temps. J'ai appris à connaître les gens, apprendre à connaître aussi les codes sociaux beaucoup. Ce qui a fait que maintenant, je suis capable d'interagir avec des neurotypiques sans me faire slasher, tu sais. Mmh. Tu sais.
Mais ouais, c'est un peu ma crainte au niveau des IR chez les autistes, souvent, là. C'est de la rigidité, mais ça s'apprend, la rigidité. Moi, ma rigidité, elle est surtout au niveau des routines et au niveau de l'organisation. Si c'est pas fait tac, 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 là, si c'est pas rangé comme ça, ben je capote, là. Ouais, je comprends. Je me moque pas de toi, c'est juste que du coup, tu utilises des termes en fait que j'ai pas l'habitude d'entendre dans des bouches françaises. Du coup, je trouve ça cool. Et t'es hyper spontanée comme nana et c'est génial quoi. Du coup, de pouvoir t'écouter parler de ça, c'est pas du tout lassant. C'est ça un peu. À un moment donné, je me suis énormément posé des questions parce que je trouvais que je m'exprimais énormément. Puis tout le monde me disait, ouais, les autistes sont enfermés. Mais genre, à un moment donné, j'ai posé la question à la psychoéducatrice, elle m'a dit, non, mais genre, il y en a des comme toi qui sont super et qui s'expriment vraiment bien et tout. Puis je suis là, phew, je suis pas toute seule. Non. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très, très variable, hein, de toute façon. C'est pour ça qu'on parle de spectre, encore une fois, quoi. C'est qu'après, je pense que, culturellement parlant, il y a beaucoup de films qui ont fait du mal aux autistes. Je pense en particulier à Rayman ou, Oui. enfin voilà, ça c'est le plus courant. Il y a beaucoup de représentations de l'autisme dans les films qui ont fait énormément de mal à l'image de l'autiste et de fait, même si c'est des vieux films, hein, qui ont quand même quasiment une vingtaine d'années, et ben ça reste sur ce cliché-là. Et puis globalement sur l'idée que l'autiste du coup est haut potentiel intellectuel. Alors c'est possible, en effet. Il y a en effet des autistes qui sont autistes, donc Asperger maintenant niveau 1, vu qu'on n'a plus le droit de dire Asperger, et qui sont au potentiel, mais il y a aussi du coup des autistes qui sont juste Asperger. Oui, c'est ça. Après ça fait partie, ça c'est pareil, c'est un sujet qui nous a été beaucoup demandé, donc on va l'aborder sur le prochain podcast pour faire le distinguo, parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent s'y retrouver. Et je pense qu'en plus, à travers un intérêt restreint, vu la connaissance qui peut s'être développée dans un domaine, on peut être considéré, je pense, comme une forme de haut potentiel, mais je pense que c'est juste parce qu'il y a une forme de... Je sais pas comment dire au final l'adjectif qui serait juste, il y a une forme tellement ouais, c'est pas obsessionnel, mais un intérêt tellement grand, tellement violent même parfois, que du coup ça peut amener à passer pour quelqu'un de super intelligent, alors qu'au final c'est juste qu'on a il y a des recherches derrière, il y a des réflexions. Moi, je pourrais te dire même que mon amie, là, elle est en ce moment au doctorat en psychologie au Québec. Puis elle a fait, elle apprend là, vraiment le métier de neuropsychologue, comment faire des évaluations pour la douance, par exemple. Puis elle m'a dit vraiment, c'est super controversé le double diagnostic. Il faut vraiment que dans les tests de QI, il faut que la personne soit bonne dans tout. Pas juste un aspect. Souvent, ce qui arrive avec l'autisme, c'est que la personne est super bonne dans un aspect, mais pas dans tous les aspects. C'est vraiment la différence. C'est ça, et puis en plus, ce qui est dommage aussi, c'est que je pense que le quotient intellectuel, il est comment dire, il est collecté que sur des données intellectuelles. Enfin, les exercices qui sont passés durant ce qu'on appelle, alors je sais pas si c'est pareil chez toi, mais chez nous, du coup, c'est ce qu'on appelle un bilan psychométrique. C'est quand on regarde ton intelligence sur les français, les maths, le calcul, la logique, tout ça. C'est que là-dessus, alors qu'il y a plein d'autres intelligences. Il y a le côté des arts, il y a le niveau empathique, il y a énormément de choses, et je pense que ça pourrait permettre d'être un peu plus pointu qu'un simple chiffre sur une échelle qui dit t'es dans la moyenne, alors ça c'est pareil, t'es légèrement au-dessus, t'es un peu au-dessus et t'es carrément dans les 2% de la population qui font que t'es surdoué, quoi. Mais c'est trop imprécis pour moi. D'ailleurs, par rapport à ça, j'aurais quelque chose d'important à dire. Moi, je suis connectée un petit peu à la recherche parce que j'ai des amis qui font de la recherche en autisme. Puis, eux autres, au niveau du QI, ils se questionnent vraiment la pertinence au niveau de l'autisme. Parce que
comme tu dis, ça rejoint trop le public général, alors que l'intelligence autistique est un petit peu différente de ce que le test de QI propose. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé à mettre en place aussi différents tests de QI, mais spécifiques pour les autistes, parce que c'était trop vague et ça nous faisait en sorte que on avait des intelligences faibles ou normales, tu sais, Ouais, alors que c'était pas très bien représenté. Mais oui, c'est des questionnements qui sont encore super vivants dans le milieu de la recherche en ce moment. Bah, je pense que surtout, du coup, il faudrait qu'on s'y intéresse plus parce que comme disait Ness tout à l'heure, si justement on pouvait un peu plus s'intéresser justement au fonctionnement autiste, ainsi qu'il y a pas mal d'autistes aussi qui peuvent choisir des métiers qui sont liés à leur intérêt restreint, l'homme ou la femme, du coup, va pouvoir s'investir d'une manière extrêmement plus importante qu'une personne ordinaire et que ça peut être un atout. Et que justement le cadre entreprise peut être aussi cadrant sur l'intérêt restreint pour éviter qu'il soit trop envahissant. Ben exactement. Et... J'aime bien cette idée-là de utiliser nos forces pour nous intégrer à la communauté. C'est sûr que si tu demandes d'être comme tout le monde, non. Mais si, admettons, tu utilises notre intérêt restreint pour nous accrocher à l'emploi, je pense que c'est une super bonne méthode. Ah bah clairement, puis c'est même pour moi ça serait même la méthode la plus simple parce que l'intérêt restreint peut permettre de sociabiliser. Parce que du coup, si on a par exemple des personnes qui sont malheureusement du coup mutiques au niveau social, c'est-à-dire que quand il y a trop de personnes, elles sont dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer parce que c'est trop compliqué pour elles en termes d'informations à gérer et qu'elles, quand je dis elles, ça comprend les hommes et les femmes, hein, même si c'est pour dire les personnes, qu'elles, du coup, dans tout ça, elles traitent les informations, les nombres de personnes, la couleur de la tapisserie, si c'est droit, si c'est pas droit au niveau des cadres, les odeurs, les lumières, les bruits, les sujets de conversation divers et variés. Si en plus de ça, du coup, la personne, elle doit aussi se positionner dans cet environnement et de se positionner aussi dans une conversation, je comprends totalement que le mutisme social, du coup, puisse être présent. Et je pense que justement, à travers un intérêt restreint, on peut amener du coup une ou un autiste à arriver à s'exprimer en société et l'amener aussi à mieux se comprendre et à arriver aussi à mieux se gérer par plein de choses. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi que l'intérêt restreint, pour moi, ouais, serait un des biais les plus simples pour intégrer les autistes dans la société et dans un premier lieu, le milieu professionnel, quoi. Puis moi, ça m'a aidé énormément au niveau de l'école, mais je suis sûre que ça va m'aider énormément au niveau de l'emploi. Déjà, au niveau du bénévolat, c'est comme une sorte d'emploi, bénévolat, là. Mais oui, ça m'aide énormément de jouer avec mes intérêts restreints. Puis ça m'a appris à apprendre les codes sociaux aussi. Bah justement, c'est important ça. Tu pourrais nous en parler un peu plus? En quoi ça t'a aidé? Parce que si tu as un exemple, par exemple, comme ça permettrait d'illustrer. Est-ce que tu as un exemple, une situation en tête où ton intérêt restreint t'a permis de résoudre ou de comprendre une situation ou d'interagir avec autrui? Ben, j'ai appris par le biais de l'école qui était, tu sais, mon intérêt restreint, là, quand j'étais jeune, là, c'était l'école, tu sais. Puis ça me faisait aussi interagir forcément avec des gens. Ça m'a appris à comprendre l'ironie, ce qui est vraiment pas facile parce que moi, je me suis fait vraiment traiter de... Tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit une blague, genre... tu sais, il m'a dit « Hey, t'as une chatte? » Puis là, j'ai dit « Non, j'ai 2 chats. » Tu comprends-tu, là? Puis là, oui, j'ai compris. Là, à un moment donné, ben moi, ça m'a pris genre 1 semaine avant de comprendre que je m'étais faite... C'est que surtout, c'est hyper violent comme blague et c'est super sexiste, quoi. T'as une chatte. Oui, je sais. Il y a d'autres... Puis, tout le monde riait de moi, mais en même temps, ça m'a appris à comprendre les blagues. Ça m'a appris à comprendre l'ironie. Ça m'a exposé au monde, l'intérêt restreint, dans le fond. Tu sais, Et du coup, ça. t'aurais vraiment une situation parce que là, au final, tu dis que t'as appris à comprendre l'ironie,
le sous-entendu aussi quelque part à Oui. l'école. Mais en quoi l'intérêt restreint pour toi, il t'a aidé vraiment à mieux appréhender le monde autour de toi, tiens, pour faire plus simple? Est-ce que tu aurais vraiment une situation en tête qui t'a marqué, qui t'a dit ou tu as eu la conscience à ce moment-là de te dire: «Bah, grâce à mon intérêt restreint, quelque part grâce à mon autisme quoi, il y a quelque chose que j'ai pu apprendre ou comprendre aujourd'hui»? Hem, Hey, c'est vraiment complexe comme question parce qu'il faut Ouais, je sais bien. tu sais, c'est pas évident parce que, heu, j'ai, hem, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une discussion, mettons, sur un sujet qui mettons sur Facebook qui me passionne énormément, j'ai l'impression que j'apprends où sont les limites du monde et qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire, quand le dire aussi. Des fois même, je suis pas encore sûre là, des fois de ce que je fais, mais j'ai l'impression que juste par le fait que j'utilise mon intérêt restreint pour parler au monde, Mmh. ben ça me fait en sorte que j'apprends les limites du monde aussi. OK, OK. J'ai pas Donc en vraiment fait, d'intérêt parce qu'il y en a tellement. J'ai tellement, tu sais, ça s'est échelonné sur des années, là, ce processus-là. Là. Même encore aujourd'hui, là, il y a des fois là, que je suis encore euh, out of track, tu sais. Je suis en dehors de la track complètement, puis c'est vraiment malaisant, mmh. tu sais. Mais ça vient avec Bah, le tu temps vois aussi, là. alors moi de mon côté, parce que du coup j'essaye de j'essaye de te donner aussi du répondant pour et puis ça enfin voilà, vu qu'on est plus que toutes les 2, ça on va essayer de nourrir un peu Oui, l'échange. Moi de mon côté, du coup, l'intérêt restreint, c'est le jeu de rôle, papier oui, et du coup, bah, maintenant je le fais plutôt en virtuel, donc avec des navigateurs à distance, tout ça, tout ça. Le jeu de rôle, pour ceux qui nous écoutent, c'est le fait d'incarner un personnage dans un univers qui existe ou qui n'existe pas. Et du coup, c'est absolument super intéressant pour une ou un autiste. J'ai commencé il y a 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai cet intérêt restreint. Et en fait, au début, j'étais mutique sociale. Du coup, je pouvais pas. Du coup, tout ce que j'ai cité avant, c'est que je l'ai vraiment vécu, quoi. Je pouvais pas traiter les informations, les décrypter, les comprendre et me positionner dans mon environnement et me positionner dans un échange avec quelqu'un. C'était pas possible, c'était trop. Et le jeu de rôle, en fait, j'avais commencé par faire un personnage très, très combatif, c'est-à-dire que j'avais une très faible sociabilité. J'avais un pourcentage de réussite qui était totalement nul avec ce personnage et la personne avec laquelle je partageais ma vie à cette époque-là a compris que j'avais des difficultés justement à avoir ce qu'on appelle du roleplay. C'est quand tu parles avec un autre personnage, à travers ton propre personnage. Ça fait un peu compliqué, mais c'est un peu comme du théâtre, on va dire et en fait, on jouait que tous les 2. On a joué que tous les 2 pendant 1 an. Et il m'a habituée avec mon personnage à faire du roleplay. Donc il m'a mis dans des situations où j'étais très, très mal à l'aise, où par exemple je devais, parler avec quelqu'un et tenter de le ou la séduire. Par exemple, mon personnage devait séduire une serveuse. Et ça me mettait dans des angoisses, mais terribles. Je faisais des crises d'angoisse, ça durait, plusieurs heures, voire des fois plusieurs jours. Je ruminais, j'arrivais pas du tout à comprendre. Je savais pas, en fait, comment aller vers cette personne qui était fictive, au passage, mais que je ramenais complètement, du coup, à mon fonctionnement réel. Je savais pas comment aller vers cette personne et débuter une conversation. Surtout que c'était pas juste débuter une conversation, je devais aussi manipuler, la conversation pour l'amener à séduire cette personne. Dans le cadre du jeu, bien entendu. Et petit à petit, en fait, ça s'est débloqué. J'ai fait d'autres parties de jeux de rôle, j'ai accepté de jouer avec d'autres joueurs aussi, donc on était en présentiel, en face à face. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des personnages extrêmement sociaux et ça m'a permis de comprendre, énormément les codes sociaux et surtout, j'avais l'excuse un peu nulle de dire alors c'était pas dans des situations graves, mais de dire, heu si mon personnage a commis un impair, c'est mon personnage, c'est pas moi. C'est pas moi, Priscilla, du coup, dans le monde réel, qui ai fait un impair social. Donc il y avait moins de répercussions. C'était moins grave, c'était un jeu, quoi, après tout et un jeu, au bout de quelques heures, il s'arrête. Que la vie sociale, quand tu commis une boulette, ça dure pendant
trop longtemps, voire même des fois ça t'exclut totalement d'une communauté et ça peut être, c'est très discriminant même à terme, ça peut amener au harcèlement, enfin bref. Mmh. Parce que ça aussi, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais les impairs qu'on peut commettre au niveau social peut amener malheureusement très, très souvent à de la discrimination, du harcèlement et cetera. Et en fait, petit à petit, je suis pas encore, je suis pas encore abouti le truc, quoi. Mais petit à petit, du coup, je me suis dit, à travers le jeu de rôle: «Tiens, là, du coup, mon personnage a commis une boulette. Donc ça veut dire que dans le réel, si je le fais aussi, ça va pas passer. Donc il faut plus que je le fasse». Et c'est vrai que du coup, moi, mon intérêt restreint m'a énormément aidée et m'aide encore aujourd'hui à comprendre ça et puis aussi à décortiquer, comment s'organise un groupe. Parce que mine de rien, ça a toujours été une grosse question, moi, c'est pourquoi les gens se mettent en groupe? C'est quoi l'intérêt d'être une bande de potes? C'est quoi l'intérêt de faire des travails en équipe? Donc ça, c'est des questions que j'avais quand j'étais, beaucoup plus jeune et en fait, avec le jeu de rôle, j'ai accepté aussi que les personnes avec lesquelles j'étais sur la table avaient des compétences que je ne possédais pas, que j'enviais, bien entendu, mais que je possédais pas et que justement il fallait voir ça comme, une découverte. Donc c'était passer au-delà de ma rigidité psychologique et dire: «Bah tiens, toi tu possèdes un truc, intéressant et avec mes propres compétences, ça fait un truc vachement bien». Ce qui peut déboucher ensuite en fait sur globalement le travail en équipe donc bah, la vie professionnelle quoi et ça a été un méga plus du coup. J'abonde dans le même sens parce que quand tu as parlé des jeux de rôle, ça m'a fait tiquer. Parce que moi, je joue à Among Us avec mes amis de temps en temps. Moi, j'adore le jeu vidéo en tant que tel. Puis Mmh. jouer à un jeu, ben je trouve ça cool. Puis moi, j'ai de la misère à mentir parce que je suis tout le temps trop honnête, trop transparente et tout. Puis plus on joue de semaine en semaine, plus je commence à bien mentir. Fait que sérieusement, là-dessus, c'est pas tellement le fun, là, parce que mentir, c'est pas quelque chose qui est super le fun, mais dans ce cas-là, ben, ça m'a comme appris un peu à mentir, puis Ouais, je dirais aussi que c'est comment interagir aussi. Le jeu vidéo t'amène à interagir énormément avec les gens. ouais. Euh, Juste dans Among Us, si tu parles pas au monde, il y a personne qui va découvrir c'est qui. Si tu as vu quelque chose sur le bord de la table, un corps, ben il y a personne qui va le savoir. Fait C'est que quoi le principe de ce jeu du coup? Tu parles de ça? J'avoue que je oui, le connais pas, c'est un jeu vidéo? oui, dans le fond, c'est un jeu qui se joue en groupe, maximum 10 personnes. D'accord, C'est comme dans l'espace, OK? Puis le OK, but, c'est que tu fasses des tâches. OK. Normalement, tu as un équipage qui fait juste des tâches, puis tu as des meurtriers là-dedans qui tuent les gens. Et leur but, c'est vraiment de gagner en tuant tout le monde et en D'accord. sabotant le vaisseau ou C'est un peu la le même fuite. principe que le loup-garou, si tu connais? Oui, dans le fond, hier, j'ai joué au loup-garou, c'est pour ça. Non, c'est OK, pas un peu. Ça ressemble pas vraiment au loup-garou, dans le sens où, tu sais, c'est pas exactement les mêmes choses, puis on peut saboter aussi. C'est ça qui est le fun, c'est, admettons, tu peux verrouiller les portes, tu peux couper les lumières, tu peux donc ça, c'est vraiment... avec les autres joueurs que tu dois faire ça. Tu dois Oui, saboter quelque part les autres équipes oui, c'est ça. Tu dois et les saboter pour que les autres, ben, mettons, le réacteur, parce que si, mettons, t'as plus d'oxygène, tu meurs, tu sais. ouais, Fait que là, tu peux saboter l'O2, tu meurs dans ce temps-là. Fait que là, c'est ça le but, c'est de jouer avec ça, et c'est super difficile, parce que tu dois te contrôler, tu dois, t'apprends ça au fil du temps aussi, là, tu sais. C'est pas la première fois que tu joues que t'acquiers ça, là. Moi, j'en ai vu plein, là. Même des neurotypiques qui ont de la misère à faire ça, là. et du coup, ça fait, comment dire? Ça fait un beau parallèle avec la vie réelle quelque part. Ça t'a Oui, permis alors peut-être pas d'apprendre à saboter les autres, mais du moins, du coup, tu disais de parler de mentir. Ça t'a permis de mentir un petit peu pour des choses oui, pas très importantes? oui. Ça Ouais? m'a appris à mentir parce qu'avant, je mentais jamais. Puis maintenant, je suis capable de mentir pour des choses pas très importantes, disons. Tu sais, je Ouais, me donc sens pas mal de mentir maintenant parce que je l'ai comme expérimenté, je l'ai appris, fait que là, c'est comme intégré.
Et puis du coup, tu l'as dit, c'est des mensonges c'est des mensonges en fait qui ont pas des conséquences graves au final. Non, c'est ça. C'est pas quelque chose qui a des conséquences graves, parce que pour moi, c'est important de tout le temps être transparente. J'aime pas ça, ça me fait mal. Mais tu sais, des petites choses, tu sais, mettons, t'es occupé, mais finalement, tu l'es pas, tu sais. Je comprends, mais c'est Excuse-moi. cool du coup. Comme quoi, tu vois, au final, on apprend du coup de nos erreurs et on apprend Oui, des autres, déjà en les côtoyant. oui, c'est ça. Parce que je pense pas qu'on puisse apprendre, le fonctionnement d'un monde, même ça serait vachement bien quoi. Si on avait une notice de la Société des neurotypiques, ce serait génial. Genre une Bible, eh oui, ça serait. Une bible. Il faudrait en fait qu'il y ait une ou un neurotypique qui se dénonce pour qu'il ou elle ait un intérêt restreint sur les neurotypiques et qui nous explique le fonctionnement. Ce serait royal. J'ai un autre exemple aussi d'une autiste que je connais qui, elle, a des difficultés très, très importantes de langage, communiquer avec les autres. Mais Mmh. par contre, elle a un intérêt restreint pour l'éducation spécialisée. Donc, ce que je fais avec elle, des fois, c'est que je la mets en situation. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais à la personne, admettons? Comme là, maintenant, j'ai dit, une personne qui a pris du GHB dans un bar, puis que là, elle te demande, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai fait l'amour avec la personne, puis là, je voulais pas, tu sais. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais elle, déjà dans sa tête, elle trouverait ça dégueulasse, là, Ouais. mais tu sais, je la mets en situation par ses intérêts restreints comme ça. Tu sais, elle me OK. disait, qu'est-ce que tu ferais, là? Puis là, elle me communiquait comme si elle était intervenante, tu sais. Ouais, bah, ouais. Du coup, c'est ça, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'au final, les intérêts restreints, ils nous permettent on fait complètement sens, en fait, avec ce qu'on disait plus tôt, quoi. À savoir que si on arrive pour une personne qui a pas forcément acquis les codes sociaux, à la lancer sur un intérêt restreint pour communiquer avec il ou elle, et ben, on peut rentrer en communication avec cette personne, quoi, au final. Exactement, exactement. Puis cette personne-là, encore aujourd'hui, a des troubles importants à parler avec des inconnus. Donc, Ouais. je pense que c'est important pour elle De se jouer d'utiliser un son intérêt scénario? restreint. Ouais. Oui, D'essayer de se jouer un scénario dans sa tête pour arriver à se dire, pour trouver raccord avec l'intérêt restreint et du coup communiquer avec les autres, ouais. Bah, par contre, ça doit bouffer une énergie, phénoménale, ah oui, de mais tu sais, réfléchir à tout ça, quoi. je pense que pour elle, c'est la seule avenue possible en ce moment pour réussir à parler avec quelqu'un. D'accord. C'est ça. Parce que là, en ce moment, elle est à l'école, mais pas capable d'allumer sa caméra, et pas capable de parler aux autres. Elle parle Mmh. juste sur le chat, fait que c'est super. C'est handicapant, quoi. C'est super handicapant pour elle, là. Ouais, je comprends. Tout à l'heure, du coup, dès qu'on a commencé l'émission, tu as fait écho, tu sais, vis-à-vis des ouvrages que Sandrine, en témoignant à l'écrit, a dit. Tu avais dit que toi, de ton côté, tu avais du coup des ouvrages que tu souhaiterais parler plus tard. C'était Oui. quels ouvrages? Dans le fond, au Québec, on a une autiste qui fait vraiment de la vulgarisation. Au fond, elle a un blog. Elle s'appelle Valérie Jessica Laporte, puis récemment, elle a écrit un livre sur la réalité, un petit peu comment ça se passe en dedans, en utilisant la figure de la petite fille, tu sais. Mmh. Puis le livre s'appelle Méconnaissable. Je pense que c'est un excellent livre pour ceux-là qui pourraient le lire, là. Comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Puis au niveau des IR, ça en parle aussi, là. Ça en parle un petit peu comment vous vivez ça. Je pense que toutes les autistes peuvent se reconnaître dans ce livre-là. Tu pourras me donner le lien à l'écrit sur le Discord, comme ça, du coup, je Oui, pourrais l'introduire sous la vidéo. oui. Du coup, il y avait autre chose, un film ou un article que tu souhaitais partager? Euh, C'est vraiment que cet ouvrage parce qu'il te tient à cœur. Ben, ce livre-là me tient à cœur particulièrement parce que j'ai déjà fait des conférences avec la personne. Puis je trouve que ce qu'elle dit, c'est vraiment intéressant. Puis en ce moment, elle est vraiment très active sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, c'est super intéressant ce qu'elle fait. Mais
je pense que c'est une de ceux-là qui en fait le plus. Il y en a d'autres au Québec qui en font de la vulgarisation par rapport à ça, mais ce livre-là, il est vraiment intéressant pour ça, parce que c'est écrit par une autiste. Et surtout une femme aussi. Et surtout une femme, parce que on commence à en parler au Québec, là, de l'autisme au féminin. Là. On commence, là. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Parce que c'est vrai que du coup, le bouquin que Sandrine du coup nous parle dans son témoignage à l'écrit, Maman est autiste, elle déchire. Sandrine Gouanen, en fait, c'est vrai que c'est une auteure ou une autrice. Alors je sais plus comment on féminise le métier, mais c'est quand même une femme qui a une importance médiatique, c'est-à-dire qu'elle est arrivée sur des plateaux télé, elle a sorti son bouquin. Et du coup, ça aide parce que avant, les ouvrages qu'il y avait, c'était des ouvrages qui étaient écrits par des hommes. Et c'est vrai qu'il y a vraiment, il y a quand même une nette démarcation entre les hommes et les femmes, hein, même si on est quand même même si on est sur le même handicap, la façon dont dont cet handicap se développe ou s'exprime, j'ai envie de dire, est pas du tout la même en fonction des hommes et des femmes. Ah, ben c'est sûr. C'est super intéressant, quoi. Maintenant au Québec, là, on en a beaucoup de femmes qui en parlent. On a Lucilla Guerrero qui en parle énormément, qui fait de la recherche sur l'autisme. Il y a plusieurs chercheurs aussi qui en parlent, qui font des recherches aussi là-dessus. Il y a beaucoup de thèses qui se fait au Québec. Justement, au Québec, on est très fort sur la recherche en autisme aussi. Ouais. Donc, oui, on a beaucoup de chercheurs. Puis, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait en sorte aussi que les femmes autistes aient aussi leur rôle dans la recherche. Ça, c'est important, ouais. C'est super important. Il y en a beaucoup qui agissent à titre d'assistantes de recherche. Donc, elles sont que assistantes de recherche, elles sont pas. Elles il y en a dirigent des pas chercheurs. Il y en a des chercheurs. Je sais qu'il y en a une, mais ça fait longtemps qu'elle a sorti des recherches, mais il y en a une en particulier. Elle a fait de la recherche en autisme, puis elle est docteur. T'sais. Mais oui, on en a là, des chercheurs autistes aussi. N'hésite pas, hein, pareil, si tu as des liens du coup à donner, même si c'est pas forcément ce soir, mais que plus tard tu y penses pour que Oui, c'est clairement, je vais t'inonder de liens parce qu'il y en a tellement d'affaires. Là. Il n'y a pas de souci. Il faudrait juste que, si possible, quand tu me partages le lien, tu puisses me mettre du coup de quoi ça parle. Oui. Voilà, comme ça, du coup, les personnes, elles peuvent choisir si elles ont envie de cliquer sur le lien, si ça les intéresse ou pas, quoi. Ouais, parce que c'est ça, je suis très au courant de la recherche scientifique, mais Je m'en doute parce que tu me dis que ton intérêt est restreint, c'est le médical. Du coup, je me doutais bien que si je t'embarquais là-dedans, tu allais me donner plein de liens. Il y a pas il y a aucun problème. Je sais pas, par exemple, tu m'en donnes 5 pour toi qui oui. sont importants, intéressants, qui gagnent à être connus. Comme ça, même nous, du coup, en France, ça peut permettre déjà de voir ce qui se passe outre-Atlantique. Et puis, je trouve ça hyper rassurant, en fait, de se dire qu'on continue d'étudier l'autisme et qu'il y a aussi des femmes autistes qui sont en recherche sur cet handicap-là. Oui. Parce que voilà. Donc déjà, le bouquin que tu nous cites, Méconnaissable, il a jamais été cité avant. Donc c'est très, très intéressant. C'est très, très récent. Elle vient de sortir son livre là, à l'hiver. Là. Tu sais? Fait que c'est pour ça qu'il n'a jamais été cité. Là. D'accord, ok, ça marche. Pour terminer l'émission, Élise, est-ce que tu aurais un mot, un conseil pour les personnes qui nous écoutent, qui sont soit raccord avec les intérêts restreints, soit tout simplement sur l'autisme en général, quelque chose que tu trouves important, que tu as compris sur toi ou que tu aimerais dire pour sensibiliser, pour aider, pour soutenir les personnes qui nous écoutent? Moi, je dirais premièrement, soyez vous-même. Essayez pas d'être comme tout le monde parce que ça marche juste pas. Vous allez vous faire mal pour rien. Essayez d'apprendre aussi de l'environnement dans lequel vous êtes. Parce que moi, c'est là où j'ai appris le plus pour être capable d'interagir en société. Soyez transparent. Amusez-vous. Ayez pas peur d'être vous-même.
C'est pas mal ça que j'avais envie de dire. Bah, c'est génial, du coup. C'est super. Et ben, écoute, Élise, je te remercie d'avoir témoigné ce soir. Merci. Je remercie aussi, du coup, à Ness, d'avoir témoigné. Elle a dû nous quitter en route, elle avait une petite urgence personnelle, ce qui explique pourquoi avec Élise on a dû continuer toutes les 2. Et puis je remercie aussi Sandrine qui a eu le courage aussi de témoigner, à l'écrit. Et puis, bah, écoute, Élise, bah, je pense qu'on va rester en contact et puis on te recontactera sûrement, pour un prochain podcast où on parle, de l'autisme, bah, dans les autres pays. Oui. Ben moi, ça va me faire plaisir. Écoute, je suis tout le temps là pour essayer de vulgariser, pour essayer de commencer la discussion aussi. Donc, ouais. Et puis ce que je trouve, ce que je trouve chouette quelque part, au-delà de toutes les avancées qui sont en train de se faire, même si, pour la communauté autiste, c'est pas assez parce que du coup c'est trop peu. Ce que je trouve quand même intéressant, c'est que malgré les cultures et malgré les pays, et ben, cet handicap en fait, il se décrit et il se vit de la même manière. Et ça, je pense que c'est quand même super important parce que du coup, on a tellement ce syndrome de l'imposteur, de se dire: «Oh là là, j'essaye d'appartenir à une communauté. Si j'écoute trop de choses sur les aspis ou si je lis trop de choses sur les aspis et que moi-même je suis en questionnement, je vais faire que régurgiter ce que j'ai entendu». Mais non, quoi. Si on est autant de personnes à dire les mêmes choses et ce, malgré qu'on soit pas sur le même pays, qu'on soit pas du coup sur les mêmes suivis, sur les mêmes accompagnements, voire sur les mêmes soins, c'est bien qu'il y a une raison, c'est que du coup cet handicap en fait, il est comme il est Ouais, et c'est ça. que votre, comment dire? Le monde autour de vous, il interagit avec, les conséquences de cet handicap-là. Ça doit pas remettre en question les questionnements que vous avez et puis éventuellement les débuts de démarches que vous faites. Il faut Oui. juste se dire que, bah, vous êtes différents, différentes et quand bien même vous vous retrouvez pas dans ce qu'on a pu dire ce soir, c'est pas grave non plus. C'est-à-dire qu'on est, encore une fois, sur un spectre. Donc, Mmh. vous pouvez être totalement à l'opposé. Ça ne fait pas de vous, une ou un non-autiste ou un ou une typique. Ça dit juste qu'encore une fois, vous faites partie de la pluralité de l'autisme, quoi. Donc, surtout, si vous vous questionnez, c'est déjà sur le principe qu'il y a quelque chose à questionner. Donc, bah, faut garder courage, quoi. Je trouvais ça super important de Oui. le préciser parce que ça m'a vraiment sauté aux yeux. Que ce soit toi ou Ness, vous avez vraiment parlé d'éléments qui sont propres à l'autisme, qui sont flagrants et criants, en fait, de vérité sur le fait que vous êtes alors je suis pas là pour dire vous êtes vraiment autiste ou pas, mais c'est juste que je me dis que au final, on s'en fout que vous habitez loin ou dans un autre pays ou quoi. Au final, il y a un truc qui nous lie, c'est qu'on a le même handicap et que le même handicap, il se décrit de la même manière, qu'importe la culture, quoi. Ben oui, qu'importe la culture, puis c'est seulement la façon dont la culture interagit avec nous qui est différente. C'est C'est seulement ça. ça, ouais. Bien et ben, écoute, encore une fois, merci.